Bonsoir à tous, désolé pour le retard, il fallait que je finisse de manger et en plus je me suis rendu compte que j'avais pas nommé le stream correctement. J'étais directement passé mercredi, donc on était sur du Total War alors que pas du tout, donc du coup j'ai renommé Salut Azat, et normalement on doit avoir cette fois le nom qui correspond, je m'en suis rendu compte il y a 30 secondes. Donc ce soir, comme vous le voyez, on va parler de Crésus, le plus riche des rois de Lydie. Donc on va parler de Crésus à partir du livre de Kevin Leloup. Alors pourquoi ce thème? Ma foi, je serais bien en peine d'y répondre. Pour être tout à fait sincère, j'ai acheté le livre. Et puis j'ai réfléchi ensuite à la présentation que j'en ferai à sa lecture. Il aurait été sans doute, ouais, parce que j'adore l'argent effectivement, il aurait été sans doute tout aussi adapté à une présentation on va dire littéraire, hein. Je l'ai fait pour des livres un petit peu historiques, je l'ai fait pour Raven par exemple, ou pour Le Temps des Loups d'Heinrich Jenner. Et puis je me suis dit que bosser dessus, bah finalement ce serait peut-être l'occasion pour moi aussi de travailler un peu le sujet, un sujet que je ne connaissais pas. Enfin de Crésus, je ne connaissais que la légende et ce qu'en disait Hérodote que j'ai lu, rien de plus, donc ça allait me forcer à travailler un peu pour mieux tout oublier 2 mois après, mais ça c'est c'est pas très grave. Je ne connaissais pas non plus le livre, ce qui est un risque puisque sous ce format une histoire et au lit, par rapport aux foires aux livres précédentes, ben, j'ai un petit peu moins de temps, donc je m'appuie que sur un livre la plupart du temps. Donc il constitue, alors sur un livre au sens lecture littéraire, bouquin, donc il constitue, une fois retiré donc, les recherches que je fais sur Internet, les articles, les parutions universitaires et tout ça. Et puis bah, sur d'autres sujets, pas sur celui-là, mais mes connaissances personnelles, bah, généralement le bouquin, c'est bien 75% du travail. Du coup, j'en suis eh bien, beaucoup plus tributaire que lorsque je faisais ça à l'époque sur les foires aux livres. Donc la qualité du travail que je restitue est en droite ligne et succède au livre que j'ai entre les mains et bon, bah, ma capacité aussi à le raconter. Mais je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de d'en connaître plus sur le sujet et puis bah, éventuellement donc de le faire partager aux auditeurs. Donc quel est l'état des connaissances historiques sur le temps et le lieu? Quelle est la réalité derrière le mythe? Et quel intérêt d'étudier la Lydie du 7e et du 6e siècle avant Jésus-Christ? Alors pour être sincère, sans doute qu'on aura des réponses assez timorées, voire non existantes pour chacune de ces questions. La Lydie rejoint, encore que le vocable soit resté comme notion géographique, mais elle rejoint la longue liste des royaumes ou empires aussi vite disparus qu'ils sont apparus, et dont on peut dire, même si on est toujours on sert toujours à quelque chose et on a toujours un rôle à jouer dans l'histoire, mais on peut dire que la marche du monde aurait sans doute assez peu dévié s'il n'avait pas existé, d'autant plus que cette existence-là, euh, elle est, on va dire, elle se place à une époque assez particulière. Et pourtant, ce royaume, bien, il a eu une emprise territoriale réelle, il a eu une langue, il a eu une économie, il a eu un art, il a eu une architecture, enfin voilà, tous les éléments d'une existence culturelle et matérielle qui sera balayée par l'histoire. Sur une terre en plus, la Turquie, eh bien, qui a une histoire assez riche pour pouvoir négliger, on va dire, certains éléments peut-être moins importants. Mais voilà, tout le monde n'a pas oublié la Lydie pour autant. Alors je remets le diaporama. Ah oui, c'est le temple d'Artémis à Sardes. Donc la bibliographie est assez peu abondante au sujet de notre homme, hein, c'est même un euphémisme, et donc pourtant il nous reste ce nom, Crésus, qui est presque une légende des siècles à lui seul. Donc n'y a-t-il aucun intérêt d'en parler? Bien écoutez, je ne crois pas, donc nous allons le faire. Je me suis donc lancé là-dedans, hein, à Dieu va. On fera une présentation classique. Bon, je suis loin d'être un expert du sujet encore une fois, mais bon, personne ne connaît bien le sujet de toute façon, donc voilà, il y aura toujours des choses à apprendre pour vous, comme il y en a eu pour moi, et on va essayer de passer un bon moment tous ensemble. Donc commençons par, comme d'habitude, l'auteur et le contexte.
Donc l'auteur, Kevin Leloup, il a 2 particularités notables. Déjà, il est vivant, ce qui se vérifie pas toujours dans les présentations que je fais. Et ensuite, il est belge, ce qu'il en fallait bien un. Il a consacré sa thèse aux relations diplomatiques du royaume de Lydie. Je crois qu'il est, il est docteur en histoire, mais je crois qu'il est à l'université de Liège, si je ne dis pas de bêtises. Et après, alors ça je l'ai noté, je l'ai même souligné, ça m'a fait sourire, il ne serait pas complètement belge s'il n'était pas aussi champion de Belgique d'air guitare. Voilà. Vous pouvez vérifier parce que j'ai noté ce que je suis en train de raconter il y a assez longtemps, mais de mémoire, je suis sûr à 99% que c'était lui. Voilà, je me souviens d'avoir vaguement souri en tapant son nom sur Google pour essayer de trouver une image de la personne. Et je suis tombé sur beaucoup d'images d'air guitare. Voilà. Nonobstant, ce livre est la première étude sur le roi Crésus depuis la fin du 19e en français. Ça c'est une certitude. J'ai rien trouvé non plus sur ce dernier ou sur son royaume de détaillé en anglais, hors des travaux plus purement, on va dire, archéologiques et universitaires, donc un peu plus de niche, que j'ai pu consulter sur le net pour certains, mais qui du coup vous serviraient pas à grand chose, c'est pas vraiment, c'est pas grand public et c'est pas très agréable à lire. J'ai cherché pour compléter mon travail, mais voilà, il y avait vraiment que des articles. Alors ce qui m'arrangeait en un sens, puisque ça complète le boulot pour pas un rond, tout en étant assez sérieux, mais voilà, c'est comme j'ai dit, c'est pas des textes qui sont très agréables à parcourir, puisqu'ils supposent ou présupposent très souvent une solide connaissance préalable de celui qui va le lire, quoi. C'est donc une œuvre assez bienvenue, qui est en plus assez courte, puisque de mémoire elle fait à peu près 200 pages, ce qui pour le coup m'arrange un peu moins, puisque bon, je suis pas idiot, je sais bien qu'un livre de 200 pages doit avoir du mal à être exhaustif, et puis ça me donne aussi un travail important, enfin en tout cas plus important de recherche, et aussi la plus courte des restitutions jusqu'à présent, et à mon avis dans la partie on va dire histoire, sans doute pour toujours, même si c'est relatif, hein, ça va être quand même long. Mais voilà, plus court est le livre, plus je dois bosser à côté, et plus courte est la restitution, parce que j'en tire un substrat qui est sans doute moins important. Alors d'abord, après le livre, quel est le contexte autour de Crésus et autour de son règne? Alors le contexte, il est, vous vous en doutez, historique, bien entendu, donc c'est celui de l'âge du fer anatolien et proche-oriental. C'est celui des 7e et 6e siècles et de la montée en puissance météorique des Achéménides dont on a parlé hier et avant-hier, au détriment des empires et royaumes existants. Alors avec toute l'approximation, encore une fois on l'avait dit, qu'ont ces deux termes de royaume et empire à cette époque, mais on va pas pinailler. On voyait à peu près comment dirais-je, les étendues territoriales à cette époque. C'est celui, donc le contexte des relations de cette interface entre le monde, on va dire, des Mèdes, le monde iranien, et le monde des Grecs qu'est la Lydie, dont la disparition entraînera un choc direct des deux nouvelles puissances. C'est aussi celui des zones de brouillard qui succèdent à des zones d'ombre, on va dire, héritières et annonciatrices de, on va dire, d'éclaircies historiques, parce que le monde précédent, la Lydie, est un petit peu plus connu, et celui qui vient, il est beaucoup mieux connu. Il sera celui du monde grec et du monde de l'écrit. Le monde de l'écrit, d'ailleurs, je vous ai mis ici une image de l'alphabet lydien. Des sources purement lydiennes, on a seulement une centaine d'inscriptions qui subsistent, ce qui n'est pas beaucoup. Et donc c'est par les auteurs grecs et plus rarement par certaines autres sources orientales, notamment babyloniennes, que l'on peut tenter de se faire une idée de l'environnement du roi et des événements qui parcourent ce qu'on appelle la dynastie Mermnade. La dynastie Mermnade, ce sont les 5 rois qui se succèdent de 685 à 547 avant Jésus-Christ en Lydie. Donc voilà, nous savons des choses, beaucoup restent encore indiscernables, et le palliatif le plus puissant, puisqu'on manque de texte, eh bien, c'est la documentation matérielle fournie par l'archéologie. Et vous allez voir effectivement que nous ne savons pas tout, même dans ma présentation, je vais le dire, il y a des discussions qui
entre historiens qui, si elles ne changent pas le sens de l'histoire, elles portent quand même sur des données qui sont, on va dire, très importantes. Ce qui rejoint le second contexte autour de Crésus et du royaume lydien, bah, c'est celui du mythe. Parce que lorsque l'histoire se tait, il faut bien que quelque chose prenne le relais et la parole. Dès Hérodote, Crésus fait partie de la légende. Il est un homme assez connu, bien pour faire partie de l'invention historique, ou en tout cas de ce que l'on peut ajouter au réel. Ceux qui l'ont lu Hérodote, l'enquête, connaissent notamment le dialogue du roi Crésus avec Solon, la réflexion sur ce qu'est bien le bonheur de l'homme et les revers de sa fortune jusqu'à la fin de son existence. Et puis bah, sa postérité à Crésus, c'est bien entendu celle de la vanité de la richesse, du bonheur fugace, et donc en témoignent, on va dire, les œuvres qui lui sont consacrées, et puis toutes les formules qui sont arrivées jusque nos jours et que je vous épargne. Il rejoint finalement, il est assez proche de ce point de vue de son prédécesseur Midas, dont l'authenticité, alors prédécesseur phrygien, donc juste à côté, dont l'authenticité historique est moins établie. Je vous mets une amphore avec Midas. En tout cas, beaucoup plus déconnecté de l'historique, l'époque aussi beaucoup plus trouble, qui est celle des invasions cimériennes, on va en reparler, mais avec la même source de richesse prétendue, et en partie réelle aussi, la rivière Pactole. Et bah, on ne prête qu'aux riches aussi dans les légendes, donc le fond historique de cette manne, comme j'ai dit, est réel. Et il est transmis par les Grecs, qui étaient déjà depuis assez longtemps impressionnés par la puissance financière d'un roi, qui avait fait de nombreuses offrandes opulentes dans de nombreux sanctuaires hellènes, dont Delphes, principalement d'ailleurs. Mais voilà, on va tenter de dépasser un petit peu cette matière, matérielle et immatérielle, pour atteindre, j'allais dire, le cœur de l'homme, et on va essayer de voir tous ensemble eh bien, ce que l'on peut apprendre de l'histoire, de ces temps lointains, de ces temps obscurs, de ces peuples disparus qui ont été glorieux ou même anonymes, et donc de ces oublis de notre mémoire collective, et de ce qu'il en reste, on va dire, de palpable. Il faut aussi accepter, on se lance dans quelque chose, au travers du livre, au travers de ma présentation, il faut aussi accepter que l'on ne sache pas, et qu'en ce domaine temporel, géographique, l'historien, eh bien, il avance en construisant des hypothèses qui seront plus tard validées ou invalidées selon l'état des découvertes, et peut-être dans très longtemps, ou restant donc peut-être pour toujours, j'allais dire, des hypothèses, ou en tout cas, voilà, jusqu'à un temps que l'on ne verra pas. Et si le sachant, en l'occurrence Kevin Leloup, est dans le brouillard, eh bien on peut pas faire mieux que d'essayer de s'encorder à lui, et espérer trouver une prise salutaire. Je pense que ça n'étonnera pas grand monde. Alors en ce temps, on a eu d'autres royaumes qui ont peut-être été mieux documentés, mais il faut pas oublier que le royaume de Lydie ne dure qu'un siècle et demi, il est dans un contexte assez troublé, au moins pendant son premier demi-siècle d'existence, et qui sera, le royaume de Lydie, ensuite intégré à un empire vainqueur qui va éclipser son histoire par sa grandeur, par sa durée, par sa postérité archéologique, mémorielle, textuelle. Donc voilà, on voudrait des cris, on voudrait des batailles, on voudrait des belles cartes, mais dans le cas de la Lydie, eh ben, il faudra prendre ce que l'histoire nous chuchote. Alors, venons-en à la dynastie Mernade. Alors, Crésus, il est le 5e et dernier roi de la dynastie dite des Mernades. Ça me rappelle quand à la fin, je faisais introduction de l'histoire de l'événement. Ah, je sais pas. Non, c'est pas tellement ça. Il faut, c'est pas une. Le but n'est pas ici pour l'auteur ou, en l'occurrence pour moi, de masquer un manque de connaissances. C'est pas tellement ça l'idée de son bouquin. En plus, il fait que 200 pages, donc non, l'histoire est pas de tartiner pour dire qu'on connaît rien. L'histoire est plutôt ici. Non, mais t'as le droit. J'essaye d'expliquer. Ça peut être une question légitime. C'est plutôt ici de pallier une bibliographie qui finalement est hyper lacunaire, et moi derrière je suis obligé d'annoncer ça dans le sens où les gens qui ne liront pas le livre pourraient en retirer une espèce d'insatisfaction. Or il faut bien qu'ils se rendent compte que le livre est là pour bâtir des hypothèses, d'ailleurs certaines avec lesquelles moi je suis pas d'accord, j'y reviendrai, mais, ou en tout cas je le dirai, mais en tout cas
Le fait est qu'il y a des larges zones d'ombre. Et c'est très compliqué et c'est très frustrant et ça a été tout aussi frustrant pour moi. Donc voilà, venons-en à la dynastie Mernad. Parce que Crésus, c'est le 5e et dernier roi de la dynastie dite des Mernad. Ce nom étant... et là, on commence déjà dès le début avec cette méconnaissance qu'on a, parce que ce nom de Mernad, ça peut être aussi bien celui d'un ancêtre du premier roi, donc Gigès, ou celui d'une tribu locale. Et l'avènement de la dynastie, elle se place déjà complètement entre le mythe et l'histoire, ce qui se comprend très bien quand à l'époque, on va dire, à laquelle elle se tient. Gigès, qui est dérivé a priori du grec par le lydien Koukas, qui voudrait dire grand-père, pourrait être d'origine carienne, qui est une région frontalière de la Lydie. Les preuves historiques, elles tentent à laisser penser qu'il aurait renversé son prédécesseur. Son prédécesseur, c'est le fameux roi Candole. Hein, on en a tiré le candolisme, hein, je vous l'épargne. On va prendre ça comme un fait. Et donc sa montée au pouvoir se serait faite, on va dire, dans le temps de ce qu'on appelle les invasions cimériennes et des troubles qui sont conséquences de la chute de ce qu'est la puissance anatolienne majeure, qui était le royaume de Phrygie, sous les coups des Cimériens justement. Il est quasiment impossible de parler de la dynastie qui aurait été renversée par Gigès, qu'on appelle les Héraclides, dont on ne sait, j'allais dire presque rien, mais là aussi c'est un euphémisme, dont on ne sait rien, dont on est sûr de rien, donc ça présenterait un intérêt limité. Mais avant de parler donc de la dynastie fondée par Gigès les Mernad, qui va régner sur la Lydie, parlons, on va dire, du cadre général de l'Égée et de l'Anatolie dans lequel vont se mouvoir bien ces hommes qui vont régner autour de Sardes sur un important royaume, éphémère mais important. Donc je vous ai mis la position de la Lydie. La Lydie, c'est une terre d'Anatolie occidentale qui est, comme beaucoup de ces terres, entre fleuves et montagnes. Elle est arrosée notamment par le Guédiz, qui est l'Hermos en grec, qui est le deuxième plus grand fleuve de Turquie. Elle est séparée par les montagnes de la Mysie au nord, tandis qu'au sud, c'est le Méandre qui trace la frontière avec la Carie et à l'est avec la Phrygie. À son extrémité occidentale, donc vous voyez notamment l'Ionie et puis les îles Lesbos, Chios, Rhodes, Samos et compagnie, on a les premiers contacts qui se dessinent avec le monde des cités grecques d'Asie mineure. Alors les Lydiens sont probablement un peuple arrivé à l'époque de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer dans cette partie de l'Anatolie, dans le contexte des grands bouleversements qui sont induits par la fin de l'Empire hittite. Ou bien, parce qu'encore une fois, on n'est sûr de rien, ils sont un peuple autochtone qui aurait profité de l'occasion, on va dire, pour s'émanciper. On ne sait pas bien, les origines du peuple et du royaume sont obscures comparativement à certaines régions voisines qui sont mieux connues, tout simplement parce que la population qui occupait la zone, à l'époque hittite, on va dire mieux connue, elle parlait le louvite, qui est une langue anatolienne, et que le lydien, la langue lydienne, s'il est apparenté, il n'en descend pas. Ce qui pose un problème historique, une rupture. Si l'on connaît, je vous ai montré une tablette, l'alphabet lydien, qui est assez proche on va dire du grec, comment dirais-je, archaïque, hein, par le truchement sans doute du phénicien, on est incapable de le restituer complètement faute de textes assez nombreux. La zone louvite et lydienne, elle correspond peu ou prou à ce qu'on appelait l'Arzawa, dont les sources hittites. Donc voilà, soit ce sont des populations qui sont arrivées, âge du bronze, âge du fer, soit ce sont des populations qui étaient déjà là et qui ont pris l'ascendant à la fin de l'âge du bronze, en gros. Dans l'Iliade, la zone, elle est nommée Méonie, terme qui approche un petit peu de toponymes qu'on connaît chez les Hittites, et le passage au nom de Lydie, c'est là aussi assez difficilement déterminable. Pourquoi ça deviendra la Lydie dans les sources, on ne sait pas. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le centre névralgique du pouvoir va s'établir à Sardes, dans un contexte encore là aussi de grands bouleversements et notamment de destruction des anciens centres de peuplement dans toute la Méditerranée orientale, et émerge une culture, la culture lydienne, qui va avoir des affinités avec le monde anatolien, donc hittite, phrygien, et avec le monde de l'Égée, mycénien, ionien. Je passe aussi sur l'origine lydienne des Étrusques, qui est assez douteuse. Voilà, encore que sur ce point, on a des discussions entre culture et génétique voilà, qui s'accordent pas toujours. Voilà, peu importe, il y aurait peut-être une part de génétique anatolienne chez les Étrusques, on ne sait pas.
Enfin, en tout cas, on l'a déterminé, mais ça ne dit pas grand-chose et ça ne répond pas à toutes les questions. Donc, c'est dans cette zone lydienne qu'émerge la dynastie Mernade, dont l'existence est largement assurée, qui succède, comme on l'a dit, aux soi-disant 500 ans de règne des Héraclides, beaucoup plus douteux, hein, on est là sur des textes avec leur fantaisie. Et donc si on est à peu près sûr qu'il existe une entité politique lydienne dès 800 avant Jésus-Christ, donc avant les Mernades, on est incapable de situer quoi que ce soit en dehors de quelques traces archéologiques à Sardes. Partons du principe que Candole est donc le dernier représentant des Héraclides, appelé en grec Myrzilos, qui serait son nom royal dérivé du hittite, hein, Candole étant plutôt une titulature a priori. Et donc derrière la légende de son assassinat, la réalité, c'est possiblement des tensions existantes entre le roi et certaines tribus nobles de son royaume. Alors on a des récits du complot qui existent chez Hérodote ou Platon, mais il est impossible, complètement impossible, de connaître le déroulé réel des événements. On ne peut que soupçonner éventuellement un complot au plus haut niveau du royaume, ou, on va dire au plus extrême, une guerre civile qui aurait pu être soutenue par les Cariens dans l'époque troublée des invasions cimériennes. Donc, parlons des invasions cimériennes. Je vous ai mis cette carte. Pour faire simple, il faut quand même en parler parce que c'est un contexte qui sous-tend tout le début du développement, et puis parce que ça ferait aussi un excellent sujet, je trouve, de dimanche historique, derrière Conan, effectivement, le plus célèbre des Cimériens, tout à fait, un très bon documentaire, je vous le conseille. Je sais pas s'il a eu des suites, mais voilà, je vous conseille les suites aussi. Donc les Cimériens, on va essayer de pas trop déflorer et garder de la matière au cas où on en reparle, mais c'est le plus ancien peuple cavalier de la steppe, mentionné par les sources en tout cas, qui semble génétiquement associé aux Scythes. Scythes qui semblent d'ailleurs les avoir chassés de la Crimée et être à l'origine de leur grande migration, combat en plus couplé aux difficultés climatiques du temps qui va les pousser à rechercher des climats plus favorables vers le sud. Donc vous le voyez sur la carte, ils vont s'établir par le Bosphore ou le Caucase, parce qu'ils passent aussi a priori par le Bosphore, même si la carte a l'air de montrer ça comme un événement non intervenu. Ils vont s'établir donc en Anatolie, ils vont mettre des branlées aux Assyriens, ils vont détruire le royaume de Phrygie, du possible roi Midas. Et donc, à l'arrivée sur le trône de Gigès, les Cimériens, ils sont assez solidement établis en tant que royaume presque pirate, hein, un royaume prédateur, un royaume combattant. Et en tout état de cause, avec cet avènement de Gigès, le royaume de Lydie va commencer à émerger du brouillard historique, et on va dire de cette espèce de mytholo-philosophie. Les sources grecques affirment un petit peu plus les choses et vont être soutenues par des sources proche-orientales et par l'archéologie pour nous permettre de discerner un petit peu plus de cette réalité. Le premier acte de Gigès, après son accession au trône, ce sera de faire confirmer son titre par l'oracle d'Apollon à Delphes, accompagné d'immenses dons d'or et d'argent qui, a priori, étaient toujours présents du temps d'Hérodote. Alors la religion, et c'est vrai que là-dessus, j'en avais parlé avec Hydargos hier sur cette on va dire, non-présence, non-déification comment dirais-je, des Achéménides, à l'inverse de ce qu'ils feront en Égypte. Parce que, à mon avis, la religion du royaume de Lydie, elle présente des similarités assez importantes avec le monde grec. Les divinités sont largement de souche, on va dire, égéenne, balkanique, avec des variations, notamment nominales et de fonction, mais on a un temple d'Artémis à Sardes, on a une divinité qui pourrait être assimilable à Cybèle, et la plupart des dieux, comme souvent d'ailleurs, ils ont leur équivalent civilisationnel grec, dieu de la guerre, dieu de la lune, dieu de tout ce que vous voulez. Mais là encore, la plupart des données sont inconnues, c'est accessoire notre propos. Je vous ai mis le temple d'Aphrodite à Sardes. Je ne m'y connais pas assez en religion lydienne en plus de ça, j'ai lu un petit peu. Mais cet apparentement un petit peu au système du divin chez les Grecs, à mon avis, rend la déification personnelle un petit peu plus compliquée. Donc contenant les Cimériens, Gigès va se tourner très rapidement vers les cités grecques de l'Asie mineure. Alors il va en conquérir certaines, il va échouer devant Milet et devant Smyrne,
et il va passer de nombreux traités avec ces dernières pour bien profiter de leur port et des possibilités d'exportation qu'elles permettaient, ces cités. Je vous ai mis ici la côte. Donc vous voyez Éphèse, la cité importante au milieu, vous voyez Milet en bas, vous voyez Sardes en haut à droite. Vous voyez aussi ce terrain très accidenté. Vous voyez Smyrne aussi. Donc il va se lier avec la cité d'Éphèse, dont le tyran va épouser une de ses filles, mais son règne, il est surtout dominé donc, par la lutte avec les Cimériens, qui va un petit peu structurer son règne et les opportunités qui lui sont laissées. A priori, confronté à une première attaque en 665 avant Jésus-Christ, les sources assyriennes confirment qu'il fit appel à Surbanipal, à Ninive. Confirmation a priori contenue au British Museum dans ce qu'on appelle la tablette de Gigès. Je vous l'ai mise là. Alors qu'il soit devenu vassal, selon Kevin Leloup, est assez douteux, mais en tout cas, les Cimériens vont être à cette date repoussés et il va notamment envoyer des prisonniers en Assyrie. Donc on a a priori des relations diplomatiques qui sont conclues. Il va aussi profiter de la destruction du royaume de Phrygie pour assurer sa domination sur ce qu'on appelle la Troade, et il va permettre notamment à des colons milésiens de fonder ce qui sera Abydos. Cette domination va assurer une position importante sur la côte égéenne et sur une partie de l'Hellespont, et ça va surtout permettre de commencer, ce qui sera important, l'exploitation des mines d'or de la zone. Alors les annales assyriennes, elles relatent une nouvelle invasion cimérienne dès l'année suivante en 644, lors de laquelle a priori Sardes est prise et le roi, donc Gigès, tué. Lui succède Ardis, le second roi, alors qu'il serait une forme latine d'un hellénisme, a priori peut-être Ardouche, qui serait descendant hittite. Et peu de choses sont connues sur son règne, qui pourtant serait long, de 644 à 615. Il semble avoir renouvelé l'alliance avec l'empire néo-assyrien, et il semble avoir repris la lutte contre les Cimériens et envahi le territoire de la cité grecque de Milet. Et alors là, je vais faire une parenthèse qui est assez importante. Comme je l'avais précisé au début. C'est pas forcément capital dans ce qu'on va raconter et en dehors des spécialistes, mais ça reste quand même assez majeur. Il faut savoir que dans les règnes dont je parle, donc là pour le moment le règne de 2 rois, je reprends la chronologie des règnes qui est généralement admise, je vous ai fait un petit Excel, et celle prise par l'auteur parce qu'il faut faire un choix et que celui-là lui semble le meilleur, donc moi je le suis. Qui suis-je pour dire qui n'a pas raison. Et par ailleurs, l'auteur, donc il cite de nouvelles dates qui ont été données pour les règnes des rois depuis 2016, je crois, qui ne lui semblent pas convaincantes, que je suis allé voir, bien entendu, je serais bien en peine de vous dire qui a raison, mais qui en tout cas, je vous le confirme, ces dates-là, donc la chronologie alternative que vous voyez, ces dates-là, elles sont reprises par le Wikipédia anglophone. Alors peut-être que c'est une querelle d'ego entre les 3 personnes au monde qui s'y intéressent, une querelle d'école entre une école française ou on va dire européenne et une école anglo-saxonne, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de trancher, dans le fond ça change la chronologie des règnes, mais ça ne change pas les événements. Et donc voilà, je vous ai fabriqué ce comparatif des 2 chronologies pour que vous compreniez. Donc moi je vais partir avec cette chronologie, on va dire, commune. Vous voyez quand même que ça fait des différences assez importantes. Mais on est sur quelque chose, voilà, d'éventuellement, on va dire sur les règnes les plus importants, on est sur quelque chose qui finalement ne change pas tout. Voilà. C'est le règne d'Aliat dont on va parler est très important, le règne de Crésus est important, voilà, ce sont les 2 règnes principaux qui viennent. Mais je tenais quand même à faire ce petit point parce que l'auteur en parle et moi je me suis amusé à aller voir un petit peu les comparatifs. Donc le 3e Mernad, vous voyez qui monte sur le trône vers 615, c'est sans doute le plus méconnu, Sadiathès, qui est supposé avoir régné jusqu'en 610 et s'être engagé dans une grande guerre contre Milet. J'en parle aussi comme la plupart de la noblesse de Lydie, sa tombe se trouve supposément à ce qu'on appelle Bin-Tepe, ce qui permet de faire l'aparté funéraire sur la Lydie, donc le site funéraire de Bin-Tepe, les 1000 collines, il est toujours visible, et il compte plus d'une centaine de tumuli, donc des chambres funéraires recouvertes de terre. Et le plus important, celui qu'on dit du roi Aliat, dont on va parler juste après, fait 63 mètres de haut et 330 mètres de diamètre, avec une chambre funéraire en marbre et calcaire. Alors ils ont été bien entendu massivement pillés, donc je vous mets le site de Bin-Tepe, vous voyez un petit peu tous ces petits mamelons.
Donc massivement pillé dès l'Antiquité, eh bien, on a eu quand même des fouilles qui ont permis de mieux comprendre certains aspects de la société lydienne. C'est un site très important. Donc Aliade, donc, qui est le successeur de Sadiathès, est sans doute le plus glorieux roi et aussi le premier vraiment bien connu des Mermnades pour le coup. Il commence son règne en 610 par la continuation de la guerre contre Milet, guerre de rapine et de pillage contre une cité imprenable et adossée à la mer. Alors, la guerre, en fait, elle vise surtout contre cette cité à s'emparer des récoltes de la cité qui manquent cruellement à la Lydie. Comme vous avez vu, le terrain est vraiment très difficile et comment dirais-je, l'aspect agricole est très difficile comment dirais-je, de remplir ne suffit pas à remplir les besoins du royaume. Alors on connaît cette histoire où en fait il va être berné par le tyran de Milet, Thrasybule, qui va organiser pendant le siège un immense banquet foisonnant pour faire croire aux émissaires lydiens qui regorgent de ressources, et donc ils vont s'engager dans une paix avec la ville, la pensant imprenable, et ils vont s'engager aussi à faire reconstruire le temple d'Athéna détruit par la guerre, ce qui semble pour le coup être confirmé par l'archéologie, puisque les vestiges du temple montrent les traces d'un incendie et d'une reconstruction au 7e siècle avant Jésus-Christ. Je vous ai mis ici le temple d'Athéna à Milet. La guerre se conclut donc par un traité d'amitié, toujours un échange de bons procédés, puisque Milet profitera des richesses aurifères et de l'accès à l'Anatolie, et la Lydie aura accès aux grains et aux routes maritimes de la cité ionienne. Il s'empare ensuite, a priori, Aliade de la cité de Smyrne, en 600 avant Jésus-Christ, ce que semble encore là confirmer l'archéologie, puisque les fouilles vont mettre à jour les restes d'une rampe de siège qui aurait permis aux Lydiens d'investir la ville. Et donc, ayant, on va dire, assuré sa supériorité sur les cités grecques de l'Ouest, renouvelant aussi l'amitié avec Éphèse, se livrant aussi à des offrandes à Delphes, le roi va se tourner vers l'Est. Parce que la fin des Cimériens avait créé un vide dans la partie orientale de l'Anatolie, et il va se mesurer aux Mèdes, dont on avait parlé hier et avant-hier, aux Mèdes du roi Kyaxar, qui a été vainqueur des Assyriens et des Scythes. Alors les Scythes en plus sont responsables un peu des troubles à l'origine du conflit, puisqu'ils attaquent les Mèdes et ils se replient en Lydie, et le roi va refuser de les livrer. Derrière les causes réelles ou supposées, on peut estimer que c'est surtout le comportement expansionniste de deux des grandes puissances du moment à cet endroit qui conduit à l'affrontement inéluctable. Alors pourquoi il est connu ? C'est parce que c'est durant cette guerre de 5 ans que survient ce qu'on appelle la bataille de l'Éclipse, puisqu'au cours d'une bataille, le 28 mai 585, les deux armées se retrouvent, donc lydienne et Mède, sous une pleine éclipse qui avait été supposément prédite par Thalès de Milet. Bon là on est un petit peu dans la légende. Ceci étant, la date des éclipses pouvant être précisément calculée pour le passé, c'est en l'espèce la NASA qui nous fournit cette date de bataille qui recoupe les dates de règne que l'on connaît d'Aliade. Bon, après, il est tout à fait probable aussi qu'Hérodote, qui relate le fait, ait mêlé cet événement qui a dû marquer les Grecs anatoliens, cette éclipse, qui a pu servir de repère avec une bataille non concluante, et que la tradition a mêlé les deux et a conservé ça tel quel. Et donc, tirant de cet événement céleste la conclusion que les dieux désiraient la paix, eh bien, Aliade va donner sa fille en mariage à Astiage, donc le fils du roi des Mèdes. Et à cette occasion, la ligne de partage entre Lydiens et Mèdes va être fixée sur le fleuve Alice. Réalité ou construction future, peu importe, les Lydiens vont conserver donc les anciens territoires phrygiens qu'ils avaient soumis dans leur marche vers l'Est. À sa mort, donc, suivant encore une fois l'auteur pour donner la date de 561 avant Jésus-Christ, Aliade est enterré à Bin Tepe. Il est, selon aussi le consensus historique, je vous mets ici, on en avait parlé aussi hier, le père fondateur réel des pièces de monnaie dans l'histoire plus que Crésus. Il laisse donc un royaume étendu, une capitale monumentalisée, protégée par de puissants remparts, mais il laisse aussi deux fils, Crésus, né d'une Carienne, et Pantaléon, d'une Grecque. Alors, Crésus, si l'on suit encore une fois l'auteur sur les dates, doit être âgé d'environ 35 ans à la mort de son père. Il est un homme déjà accompli, il est gouverneur d'Adramitium. Et si l'on suit Hérodote, il est aussi un homme marqué par la fatalité et la tragédie, puisque l'oracle de Delphes avait annoncé à Gygès que les Héraclides qu'il avait trahis seraient vengés à la 5e génération. Il avait aussi annoncé à Crésus que son fils devait mourir à la chasse, tué par le destin personnifié en prince phrygien, ce qui arrivera, mais enfin encore une fois, l'auteur propose de s'affranchir un petit peu de cette histoire qui est bien proche des ressorts classiques de la grande tragédie grecque, et je pense qu'on peut le suivre sur ce point.
Donc voilà pour un petit peu une présentation de la dynastie Mermnad. Passons à Crésus et dans un second temps, parlons un petit peu de la jeunesse, si on peut dire, de Crésus, ou en tout cas de sa jeunesse et de ses premiers pas en tant que roi. Donc Crésus serait né aux alentours de 595 avant Jésus-Christ, dans une société que l'on connaît trop peu dans le détail, on va dire, administratif et curial. Usage de la cour, composition, recrutement, étiquette, bien en fait ne nous parviennent qu'au travers d'Hérodote, qui écrit un siècle plus tard, et au travers de quelques inscriptions. Et tout ça va disparaître chez des auteurs ultérieurs qui ne pouvaient connaître, j'allais dire un empire, mais plutôt un royaume, sont plutôt un royaume déjà depuis longtemps éteint et qui devait se rattacher pour eux au mieux à cette espèce d'écrasant absolutisme oriental. La méthode suivie par l'auteur est donc de rapprocher la cour de Sardes de ses équivalents voisins mieux connus, ainsi que des prédécesseurs anatoliens, au vu bien de cette permanence et des héritages de l'identité lydienne dans la zone. La Lydie de l'âge du bronze, on l'a dit, était sous la domination plus ou moins l'âge du néo-royaume ou néo-empire hittite, tirant lui-même écriture et usage aulique des Assyriens. La cour néo-babylonienne, les néo-élamites, de Cyrus II, le premier grand roi achéménide, laisse aussi entrevoir des usages néo-assyriens. Donc de la Lydie à l'Iran, on peut dire que les coutumes devaient s'apparenter. La cour devait donc se composer du roi, de ses femmes et enfants, de sa famille, de ses servantes, de son personnel administratif, et nobles aussi, des gestionnaires du palais, de divers secrétaires. Donc une cour interne au contact du roi, et une cour externe composée de ses obligés et de ses féodaux, si vous me pardonnez le terme complètement anachronique. Quant au palais de Crésus ou des rois Memnades en lui-même, aucune trace n'est connue avec certitude, même si des recherches conduites en 2017, la Gémissarde, laissent supposer une localisation. Parce que oui, je pense que je le redis en conclusion, mais Sardes n'existe plus. Ce que nous savons vient des Grecs, et ce sur quoi ils insistent, c'est surtout en fait la présence des savants grecs à la cour de Sardes, de Crésus notamment, fierté grecque oblige. On a parlé de Thalès de Milet, vous avez Pythagore de Lesbos, vous avez Solon aussi. Ils font tous partie de la liste des 7 sages établis par Platon. Ils sont tous reliés au roi Crésus sans que ces présences ne soient, on va dire, chronologiquement assurées. Thalès de Milet, on l'a dit, c'est celui qui est censé avoir prédit l'éclipse de la bataille face aux Mèdes. En fait, la plupart du temps, avec le recul et avec la continuité historique, ces visites supposées, elles illustrent plutôt par le symbole et l'anecdote les relations et les interférences de la Lydie dans les affaires grecques. Elles supposent plus ça, cette interface et ces contacts, qu'un supposé rendez-vous des philosophes et grands esprits du temps à sa cour. Hérodote, il va écrire à une époque, et ça je pense que c'est fondamental, où des relations entamées avec les Lydiens, qui étaient vus alors comme victimes des Perses, victimes de l'ennemi, on se rend compte que ces relations, elles étaient de bonne aloi pour assurer la renommée des ancêtres d'un groupe familial grec. L'épisode de Solon, c'est le plus connu, j'y reviendrai juste après, mais par la personne du grand législateur athénien qu'on connaît, et par la portée aussi, édifiante, philosophico-historique des propos qui lui sont prêtés. Dans une Sarde, alors au fait de sa puissance, Crésus va recevoir donc le législateur qui avait quitté à cette époque, je reviens pas sur le détail, mais par accord mutuel, on va dire, il avait quitté la cité d'Athènes depuis 10 ans. Et donc Hérodote raconte cet épisode où Crésus va lui montrer l'étendue de ses richesses, va lui demander qui est le plus heureux des hommes, et Solon va lui préférer, alors je me souviens plus des noms, un type d'Athènes, et puis 2 frères, je sais plus les noms, mais des combattants ou des gens pieux pour leur citer. Et donc il va le faire dire à Solon, avant qu'il ne soit mort, attendons, ne disons pas d'un homme qu'il est heureux, disons que la fortune lui sourit. Voilà, c'est cette édification, la belle mort supplante toujours les faveurs éphémères, et Crésus en colère va bannir notre législateur de son royaume. Après, rien ne s'accordant chronologiquement, ou en tout cas très difficilement vu des dates, on est plutôt sur des discours philosophiques habituels, toujours cette mise en garde éternelle des Grecs contre l'hubris. Enfin voilà, toujours est-il que le monde grec, ça c'est une certitude,
était forcément en relation soutenue par l'intermédiaire ionien avec le monde lydien. Donc voilà pour la cour du temps de Crésus et de son père, pas grand-chose donc. Alors que savons-nous de plus? Rends l'argent des abonnés, effectivement. Ce serait, ou alors donne l'argent Crésus, quoi. Abonne-toi, fais des dons et clique sur la cloche. Non, je sais plus si ça existe, le pouce, je sais pas quoi, le pouce bleu. Je bois un petit coup, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que l'on sait de plus? Crésus aurait été, d'après des sources bien postérieures, gouverneur d'Adramitium et il y aurait levé un contingent armé pour la conquête de la Carie par son père. Alors, Adramitium, qui est un nom probablement lydien, était situé en Néolide, donc je vous ai mis la carte pour que vous voyez à peu près où on est, entre la Troade et l'Ionie, en face de l'île de Lesbos, et donc elle avait été fondée notamment pour surveiller les derniers Cimériens qu'on avait installés près de là après leur défaite. La zone était particulièrement sensible, puisque comportant vraisemblablement un sous-sol riche en or, des mines, et on suppose que ce gouvernorat confié venait en compensation pour un fils, donc Crésus, possiblement écarté de la succession, et qui y trouvait, on va dire ainsi, une riche contrepartie. L'auteur dresse un parallèle avec la situation de Cyrus le Jeune, alors qui est raconté dans l'Anabase, fils largement doté, et qui va s'en servir d'ailleurs pour commencer la guerre fratricide qu'il perdra. Mais ce serait donc un exil doré dans un endroit stratégique pour un fils qui sera un gouverneur local parmi d'autres, chargé de tirer les ressources du terrain, de fournir des troupes et un soutien matériel à son roi. Mais redondance, force est de constater que nous ne savons rien d'autre du fonctionnement concret de ce système. Mais au moins on peut fonctionner un petit peu par analogie avec les Achéménides qu'on connaît mieux. Et voilà, comme on l'a vu vendredi, malgré des originalités chez eux, ils savent aussi reprendre ce qui se faisait avant eux. Donc pourquoi pas un système assez proche. Tiens, je vous ai mis des Lydiens avec leur beau chapeau en espèce de Bernard l'Ermite, là, de coquillage. En tout cas, son accession au trône à Crésus eh bien, ne semble pas directement conditionnée par une forme de primogéniture masculine. Hérodote donne en fait toute latitude au roi Mermnad pour choisir son successeur dans sa descendance légitime. Ce que l'on retrouve en Perse, par exemple d'un Cambyse ou d'un Xerxès qui vont disputer leur succession, ou dans l'Anatolie des Hittites, avec un fils qui est désigné qui reste au palais et les autres qui se voient confier l'administration d'un domaine, ce qui semble conforter l'analyse de la situation de Crésus si l'on suppose, ou si l'on prend en compte, une continuité. Il aurait donc, avec encore une fois les quelques sources dont nous disposons, dû batailler avec son demi-frère, Pantaléon, pour succéder à son père. Alors, les sources, encore une fois ténues, semblent indiquer que cette lutte va avoir lieu du vivant même d'Aliat. Partant de rares éléments connus et de conjectures, on peut supposer que Pantaléon trouvait son soutien chez sa mère, chez le tyran d'Éphèse, grec, et probablement dans les autres éléments grecs de la capitale. Le but, ce qui n'est pas forcément inconcevable, était sans doute d'influer sur la politique lydienne et d'infléchir la tendance, on va dire, ancrée de prédation à l'encontre des cités grecques d'Asie mineure. Crésus, lui, s'appuyait sans doute plutôt sur un parti carien. Il dut, en tant que gouverneur, a priori, se racheter de sa possible mise à l'écart en venant au secours de son père dans ses campagnes. Et donc Hérodote indique qu'il aurait été désigné successeur du vivant de son père. Encore une fois, c'est possible, sans certitude. De même que le nom de Crésus ne répond absolument pas aux standards libyens habituels qui pratiquent ce qu'on appelle le duo nomina royal. Donc on a un nom familial et un nom royal. Crésus, donc Croisas peut-être, noble Caros, ou peut-être Lecarien, c'est un nom familial et on n'a pas le nom royal. Aucune inscription lydienne n'y fait référence et une étude numismatique citée par Leloup de 2019 lui donne un autre nom de règne. Voilà, peu importe. On voit quand même qu'avant, Sadiates, Aliat, Adiates, tout ça s'est construit sur une même étymologie. Et Pantaléon, entièrement lion en grec, ça renvoie à Aliat, père lion. Donc ça semblerait marquer peut-être une volonté d'inscrire ce fils dans une lignée plus officielle, à l'inverse de Crésus. Donc voilà, tout est trouble, volonté, processus, événement, on ne sait pas. Pour résumer, on aurait eu éventuellement un descendant légitime évincé, descendant par le nom, descendant par la coutume de garder l'héritier au palais pendant que le candidat écarté était envoyé lui gouverner une province plus lointaine.
Et donc évincé par la conspiration, par la guerre, on ne le sait pas. Toujours est-il que Pantaléon sera mis à mort selon Hérodote. Du vivant ou de la mort de son père, on ne sait pas. Quelle réécriture a fait Crésus de sa montée sur le trône? Pareil, impossible de savoir. Peut-être qu'un jour, on parviendra encore une fois à répondre à ces questions. En tout cas, il est probable que l'on puisse considérer Crésus comme un usurpateur à son arrivée sur le trône. Je vous ai mis, hop, un petit portrait de Crésus sur une amphore aux environs de 500 avant Jésus-Christ. Alors voilà pour la jeunesse et l'accession au trône. Parlons maintenant de Crésus en tant que Crésus en son royaume, j'ai envie de dire, Crésus le maître de l'Anatolie. Donc il monte sur le trône en 561, âgé, on l'a dit, d'environ 35 ans, si on suit la chronologie officielle. Et donc le roi de Lydie est à la tête d'un royaume puissant et d'une armée qu'on peut penser éprouvée. Donc quid de cette armée déjà ? Là encore, elle est renommée selon les Grecs, mais elle souffre d'un manque total de sources. Au mieux, sait-on que, semble-t-il, la cavalerie lydienne était redoutée. Mais ici, alors c'est une peinture qui se trouve dans un des tumulus, mais bon, bien entendu, ça a été refait. Kevin Leloup s'appuie sur Hérodote qu'il cite, et donc je cite Hérodote. À cette époque, il n'y avait pas en Asie de peuple plus viril et plus courageux que le peuple lydien. Ils combattaient à cheval avec de longues piques et ils étaient excellents cavaliers. Alors notre bon grec ne mentionne pas de chars, que l'on retrouve toutefois chez d'autres auteurs et aussi dépeints dans une chambre funéraire. La frise des tributaires de Persépolis, elle montre aussi les Lydiens apporter un ensemble mobilier qui comporte aussi un char et des chevaux. La Lydie, alors partant de ces constatations, devait fournir un excellent lieu d'élevage de chevaux, mais là encore, on a assez peu de preuves. On a quelques morceaux de brides d'harnachement, quelques fragments de poterie, et une frise de Bintépé qui se trouve au British Museum, qui représente des cavaliers. Je vous l'ai mis là, mais bon, ça reste assez faible. Quelle proportion de cavalerie, quelle répartition, mystère. Donc, coutume du temps, on va dire en dehors du monde grec, les soldats natifs ne devaient pas représenter un réservoir suffisant pour roi riche et aussi ambitieux que Crésus. Donc, le roi Mernade, on le pense, devait largement faire appel aux troupes étrangères, sans toutefois pouvoir se comparer aux Perses, dont on a parlé hier. Là encore, on peut au mieux procéder par analogie avec l'empire néo-assyrien qui précède, et avec forcément les Perses qui suivent. Mais il est probable que la Lydie n'ait pas eu un niveau, d'intégration militaire équivalent. En tout cas, on n'a pas assez de sources pour pouvoir le dire. Retrouver la démographie du royaume, ça n'a aucun sens de par l'impossibilité de telles recherches. Le seul centre urbain qu'on connaît de la région, c'est la capitale Sardes, dont la population à l'époque de Crésus est estimée entre 10 000 et 50 000 habitants. On y reviendra. Qui est un chiffre, alors qui peut paraître important, mais qui est somme toute relativement modeste. Et on estime que le reste de la population devait être réparti dans de petites agglomérations qui sans doute suivaient les routes et les rivières, les voies de communication du temps. Donc seule la capitale et quelques grands propriétaires devaient donc être en mesure de fournir des troupes en échange de la terre concédée. Pour l'auteur, chiffrer cette armée, la seule possibilité de le faire, on va dire, revient à rapprocher le nombre du contingent qui aurait été fourni par les Mysiens et par les Lydiens pour l'invasion de la Grèce par les Perses, soit environ 10 000 hommes. Chiffre modeste qui explique que Crésus requérait de ses sujets et tributaires grecs et anatoliens un tribut, donc monétaire ou matériel, mais aussi l'envoi de troupes. Vous avez mis ici des soldats phrygiens, c'est la copie d'un bâtiment du 7e siècle. Donc les campagnes menées lors des règnes de Crésus et surtout, on l'a dit, de son père, sont assez nombreuses et vont conduire à une importante extension du royaume lydien. Même si, alors je vous ai mis une carte, vous la voyez ici, vous voyez le fleuve Alice qui représente cette frontière dont j'avais parlé, vous voyez en dessous donc la frontière qui se poursuit avec la Cilicie, qui est entre les mains des Babyloniens. Mais 1200, 546, c'est quand même une extension. 1200, c'est quand même un petit peu loin pour parler d'un royaume lydien. Alors, au-delà de ça, il est certain que, on va dire, à part les traces archéologiques, les campagnes les mieux renseignées sont forcément celles qui sont menées contre les cités grecques ou qui ont été menées avec des troupes grecques dans les rangs.
La première campagne qui est menée par Crésus, elle est menée contre Éphèse, donc grande ville grecque. On peut imaginer cette dernière, encore une fois on est réduit à des hypothèses, mais comme une action dirigée contre un tyran, Pindare qui avait soutenu Pantaléon dans la lutte contre son frère, Pindare qui était par sa mère d'ailleurs le neveu de Crésus. Elle est la mieux documentée par Hérodote notamment. Crésus va forcer son neveu à quitter la ville, qui va intégrer donc le giron des Mernades. Il est peu probable qu'une réelle action militaire ait été entreprise, puisqu'on ne note aucune destruction archéologique, pas plus que la présence de murs à Éphèse, au vu des bonnes relations qui existaient auparavant entre les deux peuples. Et en plus de ça, une ville peuplée autant d'Anatoliens que de Grecs qui rendent le culte au même sanctuaire. Se place d'ailleurs ici un autre épisode des relations gréco-lydiennes assez important. Le site d'Éphèse était sacré depuis très longtemps, bien avant d'ailleurs l'arrivée des Ioniens qui vont y dresser un temple dédié à Artémis, auquel les Lydiens vouaient aussi un culte. Et donc une fois la ville soumise, l'Artémision d'Éphèse, qui est l'une des 7 merveilles du monde, sera construit à l'aide de fonds qui vont être fournis par Crésus. Voilà. Donc je vous ai mis ici une reproduction du temple d'Artémis d'Éphèse. Et donc il va gagner via Éphèse une importante cité commerciale sur le trajet de l'Égée, de nouveaux territoires, de nouveaux tributaires. Le cas de Milet est différent. La cité, on l'a dit, était depuis bien longtemps soumise aux razzias lydiennes et profitant de conflits civils internes à la colonie, qui sont des conflits attestés. Crésus semble avoir intégré la ville à son giron, ou au moins il en est fait une tributaire, puisque Hérodote témoigne de la soumission de tous les Ioniens et Éoliens sans exception. En partant de là, même chose donc pour Spirne, pour Colophon, mais sans que l'on puisse véritablement savoir le régime de domination qui va être établi sur ces cités. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la pratique du tumuli funéraire indique la présence, semble-t-il, d'une élite lydienne, peut-être des gouverneurs. Voilà, partons du principe d'un asservissement des cités grecques de la côte au roi, royaume terrestre, qui va d'ailleurs arrêter à la côte ses conquêtes et qui se contente de nouer des liens avec les îles de l'Égée et la Grèce continentale, mais qui n'ira jamais plus loin et qui ne s'aventurera jamais en mer. Alors on va maintenant se tourner vers les autres territoires, ce que l'on en sait, mais ici, l'Acharie fait partie des terres possédées par le roi dans la recension d'Hérodote. On compte des inscriptions en langue carienne à Sardes. La propre mère du roi était de cette origine, et il est plus que probable que les relations étaient soutenues avec les dynastes cariens. Il est possible qu'une relation donc, de domination et de tribu fût initiée par le roi, et il est certain archéologiquement que la présence lydienne est attestée en Carie, une influence qui va durer très longtemps. Aucune trace de conflit n'étant relevée, peut-être que l'origine carienne de Crésus a pu disons, faciliter la soumission volontaire à un roi qui finalement était plus puissant. Voilà, mais sans certitude. Alors l'Éolide que vous voyez et la Mysie, donc cette fois-ci au nord, sont encore moins documentés. Là encore, Hérodote signale leur suggestion. Adramitium, on l'a dit, le lieu du gouvernorat de Crésus était en terre d'Éolide. Toutes les autres cités, même éventuellement non citées dans les sources, Pergame par exemple, n'ont pas dû faire exception et ont dû donc tomber sous l'influence de la Lydie. Les recherches archéologiques à Pergame n'ont révélé aucun conflit à cette époque, et on a quelques inscriptions lydiens. Voilà, par association, on peut encore penser à une domination pacifique, peut-être un gouverneur et un tribut demandé comme signe de soumission. Même chose d'ailleurs pour la Troade, qui va être, semble-t-il, colonisée par les Lydiens après les dévastations des Cimériens, mais là encore, on a des très rares sources littéraires, et on a encore moins de sources archéologiques. Donc en résumé, sur on va dire cette côte ouest au sens large, eh bien les campagnes militaires lydiennes contre les cités grecques de l'Égée sont les plus connues et révèlent aussi des différences au cas par cas, guerre ou pas guerre. Et malgré cette singularité, eh bien l'ensemble des lieux d'importance entretenaient des liens au moins amicaux, si ce n'est tributaires, avec la dynastie de Crésus et son royaume, d'échanges notamment. Qui vont peut-être, effectivement, ces liens d'échange sous les rois précédents vont peut-être se muer en soumission formelle, on va dire, sous Crésus, voilà, pacifiquement, ou dans le cas d'Éphèse, même s'il n'y a pas eu de guerre, par la violence en expulsant roi, ou par Milet, ou pour Milet par la violence.
Voilà, donc les dons volontaires, le bon voisinage devient une sorte de tribu exigée par le roi. Voilà, ce qui suffit à colorer les cartes et à faire des grandes cartes et parler de royaume lydien. Donc ça, c'est l'ouest. Pour l'est de l'Anatolie, elle est dans la sphère d'influence du roi, en dehors, semble-t-il, de la Lycie et de la Cilicie. Le centre de l'Anatolie, c'est assimilable à la Phrygie, un royaume glorieux qui va être forgé dans la disparition des Hittites, le roi le plus célèbre étant bien sûr Midas, autre personnage historico-légendaire qui va disparaître sous les coups des Cimériens. Donc là, c'est ce qu'on appelle la tombe de Midas, qui semble-t-il est datée de 675 avant Jésus-Christ. Et donc, profitant de la disparition de ce pouvoir centralisé, on l'a dit, les Mermnades vont mettre la main sur le territoire. On a des sources littéraires vraiment très pauvres. Hérodote, néanmoins, mentionne les Phrygiens comme soumis à Crésus. On est à peu près assuré sur ce territoire que du seul conflit, comme on l'a dit, qui va opposer Aliat aux Mèdes, voilà, aux confins, on peut dire, du territoire phrygien. Mais on a aussi quelques traces archéologiques. On a des poteries lydiennes qui vont être trouvées sur la citadelle de Kuchukkoyuk, qui est dans Gordion, la capitale de la Phrygie, une autre ville de tumuli. Je vous mets, Gordion. Alors, là aussi, les historiens débattent encore des datations et des traces d'incendies éventuellement attribuées aux Cimériens, autant que du matériel lydien sur le territoire phrygien, accréditant éventuellement l'hypothèse d'une pénétration lydienne profitant de l'affaiblissement en Anatolie suite aux agressions nomades pour affirmer leur autorité. L'un des sites les plus connus, c'est celui de la cité du monument que j'avais montré de Midas. Alors l'auteur semble faire des Lydiens les patrons du site monumental avec cette tombe. Moi, je n'ai absolument rien pu trouver qui vérifie cette hypothèse en termes de datation, qui semble antérieure selon tous les autres chercheurs. Donc, pour être honnête, je trouve l'argumentation utilisée dans le livre assez peu convaincante et assez peu claire sur cette présence en Phrygie. En tout cas, s'il est acté que la Phrygie fut tombée sous domination de la Lydie, des autres peuples anatoliens listés par Hérodote, rien ne peut être avancé, soit par lacune archéologique ou textuelle, soit qu'on ne puisse même situer exactement ces peuples, ou soit qu'ils étaient déjà auparavant sous la domination phrygienne, donc on part du principe que les Lydiens se sont simplement substitués. Donc voilà, sur le côté est, seule la Lycie, qui est un territoire extrêmement montagneux et un peuple traditionnellement de pirates, et la Cilicie, qui était, comme je l'ai dit, sous domination babylonienne, échappe complètement au roi. Donc roi, Crésus, qui était donc pour les Grecs au moins, et aussi de par sa proximité géographique, le souverain le plus redoutable en ce milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Redoutable ne voulant pas dire hostile, mais plutôt digne que l'on s'intéresse à lui, digne d'éloges, digne de rester dans les mémoires, digne d'avoir des interactions commerciales et diplomatiques avec les Grecs. Ce qui nous amène à une nouvelle partie, Crésus en tant que roi diplomate. Comme j'avais dit, il est avant tout Kevin Leloup. Ses travaux ont porté notamment sur les relations diplomatiques du royaume de Lydie. Donc ça paraît normal que l'on s'intéresse aussi au roi Crésus comme diplomate. Donc on l'a vu, que ce soit par la guerre ou par la diplomatie, Crésus était attaché la plus grande partie de l'Anatolie. Sous quel statut ? N'en parlons pas, partons du principe qu'il y a une domination. Mais cette seconde activité, la diplomatie, elle ne se déployait pas seulement dans sa dimension menaçante, dominante ou belliqueuse. Les liens n'étaient pas récents, puisqu'on a évoqué des contacts déjà recensés sous Gigès avec la Syrie d'Assurbanipal, mais aussi d'ailleurs avec Psamétique en Égypte, mais bien Crésus va faire preuve, semble-t-il, dans ce domaine d'une réelle énergie. En effet, on va y revenir, mais si Crésus traverse le fleuve Alys pour affronter les Perses, c'est autant confiant dans l'oracle d'Apollon lui annonçant qu'il détruirait ainsi un grand empire, que pour venger son beau-frère, Astiage, qui avait été détrôné du royaume de Médie, par les Achéménides. On en a parlé avec Hydaros. Les liens, donc, au moins même j'allais dire maritaux, étaient donc nombreux avec les royaumes du temps.
Je vous ai mis ici une carte des inscriptions lydiennes qu'on a pu retrouver en dehors, donc dans le territoire lydien et chez ses voisins. Donc Hérodote, on le sait, on l'avait dit, nous explique qu'à l'issue de la guerre entre Lydiens et Mèdes, le traité de paix aurait eu notamment pour condition de fournir par Aliade sa fille au fils et héritier du roi Kyaxar, hein, Astiage, sans s'apesantir sur le traité qui est de toute façon inconnu dans l'ensemble de ces articles. Eh bien, force est de constater qu'il n'y eut plus aucun conflit entre Mèdes et Lydiens par la suite, et que bien, le traité, selon la tradition du temps, il a été héréditaire et on va dire, et qu'il liait sa condition à un aspect dynastique qui sera respecté par Crésus. Alors, les relations avec l'Égypte, elles sont un petit peu plus sujettes à caution. Hérodote ne les évoque qu'une fois en parlant d'une alliance entre Crésus et le pharaon Ahmosis II. Xénophon, lui, est un petit peu plus prolixe, en évoquant la participation des troupes égyptiennes dans la guerre contre les Perses. Alors, sans parler des chiffres absolument fantaisistes de notre mercenaire et écrivain athénien, cette mention ne serait pour Kevin Leloup qu'un ajout, rappel de la révolte récente de l'Égypte, qui lui était contemporaine contre la Perse, et pour laquelle le roi de Sparte, Agésilas II, était parti se battre aux alentours de 360. On l'avait dit, l'Égypte, pendant un certain temps, va sortir du giron des Perses. La mention d'Hérodote, qui évoque aussi l'oracle de Siwa, est peu probable, elle aussi, puisque sa fondation à l'oracle, elle est quasi contemporaine du règne de Crésus. En fait, la relation avec l'Égypte, elle est rendue complexe par la méconnaissance que l'on a du pharaon Ahmosis II, malgré un règne par ailleurs assez long et assez glorieux. Règne que peut-être son vainqueur Cambyse va tenter d'effacer des mémoires, qu'elles soient comment dirais-je, iconographiques ou textuelles. Traité entre donc la Lydie et l'Égypte incertain, encore qu'il est avéré que le pharaon va entretenir des relations avec les cités grecques, et notamment Cyrène en Libye, et le tyran Polycrate de Samos. Donc voilà, pour ce qui est de Crésus, on peut supposer le même type de traité d'amitié entre égaux, puisque, bien par l'intermédiaire des cités de l'Égée, sous sa domination et comment dirais-je, de la diaspora grecque qui était présente, le pharaon devait être parfaitement informé de la puissance du Lydien et de son utilité pour contrer alors ce qui était à l'époque la menace encore babylonienne. Ce traité ne pouvait être que bénéfique aux deux parties, et on pense qu'il a été conclu, s'il existe, vers 550 avant Jésus-Christ. Alors j'ai parlé des Babyloniens, pour le comprendre ce traité, il faut envisager les relations entre l'Égypte et Babylone. Parce que depuis la chute de Jérusalem, donc la destruction du temple de Salomon dont on avait parlé en 587 avant Jésus-Christ, par Nabuchodonosor II, eh bien la présence égyptienne avait disparu de Syrie et de Palestine, et toute la politique des pharaons tendait à contrer ce dangereux ennemi, s'opposant notamment à ses tentatives d'envahir l'Égypte. Or, sous Nabonide, souverain babylonien, son successeur, eh bien les Babyloniens vont lancer à nouveau leur armée vers l'ouest. C'est très intéressant, Nabonide, c'est un règne très étrange, mais donc le pharaon devait craindre leur attaque. Et de son côté, Crésus aurait pu chercher à se lier au pharaon en raison de la présence de troupes babyloniennes en Cilicie. Donc c'était un petit peu, on va dire un deal, donc je vous ai mis ici le territoire babylonien, un deal éventuellement gagnant-gagnant. Mais comme dit plus tôt, on n'a aucune trace d'un éventuel traité, et donc reste pour l'auteur la possibilité que de traité il n'y eut jamais, imaginé éventuellement par des auteurs grecs à peine sortis des guerres médiques, admiratifs de deux souverains, donc lydiens et égyptiens, qui étaient tombés bien en combattant les Perses, et qui avaient été généreux pourvoyeurs de dons auprès des temples grecs, notamment celui de Delphes. Donc pourquoi pas un hommage postérieur. Hérodote nous apprend ensuite que Crésus aurait conclu par ailleurs un traité avec le roi de Babylone, alors qu'il nomme Labinette. Or, là aussi, les sources posent plus de questions qu'elles n'apportent des réponses, mentionnant des faits quand même assez douteux et des campagnes militaires que pour le coup on sait imaginaires. Mais on a quand même quelques informations, je vous l'ai mis là, qui sont fournies par ce qu'on appelle la chronique de Nabonide, et par aussi d'autres textes. Or, si des informations existent sur des alliances postérieures à la chute de Crésus, notamment entre Babyloniens et Égyptiens par un renversement d'alliance pour faire face aux Achéménides, nous sommes réduits pour le cas de Crésus à des hypothèses. Crésus aurait pu
tenter de se prémunir des actions babyloniennes, qui partageaient, on l'a dit, une frontière avec lui, et ouvrir, à l'instar du traité conclu avec les Mèdes, de nouvelles voies commerciales. Et donc, si le traité a été conclu après la chute des Mèdes vers 550, eh bien le traité visait sans doute à éviter ce double front perso-babylonien. Dans tous les cas, ces traités ne devaient pas être très contraignants, puisque bien, les Babyloniens ne tentèrent rien contre Cyrus lorsqu'il va traverser leur territoire pour s'acheminer vers le royaume lydien. Au mieux, on peut penser à des conventions peut-être très générales qui visaient à assurer éventuellement la sécurité des frontières, le bon passage des marchands, enfin voilà, le traité entre deux puissances qui soit assez superficiel. De toute façon, ces trois royaumes, lydiens, babyloniens, égyptiens, vont tomber, ce qui dut, dans un certain sens, stupéfier les Grecs, pour qu'il était difficile d'imaginer une puissance encore supérieure. Il se pourrait donc, à partir de là, qu'Hérodote ait quelque peu exagéré les liens entre ces trois puissances, leurs liens, leurs alliances, qui renforçaient encore la grandeur des Grecs, qui eux ont combattu seuls, surpassant même les plus puissants des royaumes barbares coalisés. Mais alors, dernière partie, qu'en est-il des relations avec la Grèce, justement ? Par la côte égéenne, Crésus a nécessairement pu rentrer en contact avec la Grèce continentale. Selon Hérodote, encore une fois, Dégigès, on l'avait dit, les Mermnades vont être bienfaiteurs des sanctuaires grecs, principalement à Delphes. Les offrandes sont attestées, elles étaient, semble-t-il, visibles au temps de notre père de l'histoire. Je vous ai mis en image que vous voyez donc le trésor de Karun, Crésus en turc, sur lequel, ce qui est intéressant, pourquoi j'ai mis ça, c'est que vous voyez un combat d'hoplites. C'est en partant du bas, c'est la deuxième frise, qui représente très clairement un combat hoplitique. C'est assez intéressant. Semble-t-il, toujours selon Hérodote, Crésus aurait conclu une alliance avec les Spartiates, à la suite de la chute du roi Mède devant Cyrus. Il aurait été informé de la primauté des Spartiates et il aurait cherché à se concilier leur alliance, d'autant que ces derniers lui étaient favorables puisqu'il avait fourni les liquidités nécessaires à la construction de la statue d'Apollon sur le mont Tornax, qui était encore visible elle aussi au temps d'Hérodote. Ceci étant, on a beaucoup de doutes. D'abord, la primauté, dite primauté spartiate, n'était pas encore vraiment établie d'un point de vue militaire à cette époque-là. Elle le sera politiquement plusieurs dizaines d'années plus tard, et donc il est possible qu'Hérodote, séjournant lui en Grèce au milieu du 5e siècle, il ait tiré ses informations de sources qui étaient plutôt favorables à Sparte, notamment à Delphes. Et en même temps, ce que l'on peut dire, c'est que les nombreux dons de Crésus n'étaient sans doute pas que religieux, il visait sans doute à s'attirer les soutiens grecs face à la puissance perse, ne serait-ce que pour éviter un front arrière avec les cités d'Asie mineure, cités grecques. Et éventuellement, on peut partir du principe que ces dons à l'oracle de Delphes visaient à faire accepter son alliance à des Spartiates qui, certes, venaient d'établir au moins leur primauté sur Argos. Alors l'auteur écarte lui l'idée d'une alliance militaire, disons, en bonne et due forme, et penche plutôt pour un ajout de ce caractère militaire tardif dans les écrits à un traité peut-être d'amitié conclu entre les deux parties. Les Spartiates avaient largement autre chose à faire, assurer leur conquête, la gestion de la Ligue du Péloponnèse, et on sait qu'ils étaient, en tout cas jusqu'à une certaine époque, très craintifs de l'éloignement prolongé, devant des révoltes possibles de la Messénie ou de leur ilote. Mais alors, j'allais dire dernier point de l'histoire en tant que telle de la vie de Crésus, pourquoi est-ce que le dernier Mermnade en était venu à se confronter au fondateur de l'Empire perse ? Ce qui nous amène à la guerre et à la chute du roi. Alors le cylindre de Cyrus, découvert de quelle date, 1880, je crois, est le document le plus ancien fournissant la généalogie du fondateur de l'Empire perse. J'ai mis ici le cylindre de Cyrus. On fait rapide, puisqu'on a eu Hiddarkos hier et avant-hier sur le sujet. Il est qualifié de roi d'Anshan, descendant de Cambyse, lui-même descendant de Cyrus Ier. Alors le pays d'Anshan, on l'a vu hier, ça correspond à peu près à la région du Fars, qui était traditionnellement plutôt un pays de Élamites. Donc le royaume néo-élamite était tombé sous la domination des Assyriens vers 650 avant Jésus-Christ, et leur disparition avait permis aux ancêtres de Cyrus II de se réapproprier ce titre de roi d'Anshan avant que les Mèdes n'imposent, on va dire, leur domination. Après, on a vu que Hiddarkos faisait des Perses des accompagnateurs aussi des Mèdes.
Donc Hérodote rapproche le royaume Mède de l'organisation assyro-achéménide, mais selon en tout cas les recherches les plus récentes, le royaume Mède se rapproche plutôt d'une mosaïque. Alors je vous ai mis ici la carte d'un hypothétique empire. On semble plutôt se rapprocher d'une mosaïque en fait confédérée, et le caractère impérial, disons structuré, il est aujourd'hui récusé par les historiens. Les cylindres servaient à imprimer des tablettes d'argile en faisant rouler le cylindre. C'est merveilleux d'ingénierie. Hein. T'as vu ça, comment c'est formidable. Donc la montée en puissance de Cyrus II, disons Cyrus, hein, pour faire plus simple, elle est relatée par les sources orientales, hein, Cylindre de Sipar, la chronique de Nabonide. On y apprend donc qu'Astiage, roi des Mèdes, marche contre Cyrus en 553 avant Jésus-Christ, qu'il va faire face à une rébellion de son armée, qu'il va être fait prisonnier, et qu'Ecbatane, que vous voyez sur la carte un petit peu au milieu, juste à côté juste en dessous du terme Médie. Donc il a été fait prisonnier, donc Ecbatane, sa cité, va tomber entre les mains de Cyrus vers 550. Alors pourquoi cette campagne ? Encore une fois, il est impossible de le savoir. Le roi Mède a peut-être voulu réduire à néant la révolte d'un de ces dynastes de sa confédération. Mais c'est toujours délicat de trancher et de dire exactement pourquoi. En tout cas, les Achéménides vont se fondre dans le royaume Mède. Cyrus va épouser, on l'avait dit, la fille du roi, et il va faire d'Ecbatane une de ses capitales, hein, une des capitales de cet empire itinérant. Donc récupérant le royaume au terme d'une guerre assez difficile, il en récupère le territoire, mais aussi donc le voisinage au travers de ce qui est, oui, effectivement, la Cappadoce, du voisinage avec Crésus. Alors pour le coup, c'est ce dernier, Crésus, qui semble prendre les devants et qui semble entamer une campagne en Anatolie au printemps 547 avant Jésus-Christ, sûr de sa force, malgré l'absence d'alliance réellement établie, on l'a dit. Et cette campagne, semble-t-il, elle vise à s'approprier des territoires importants, tout en portant un coup préventif aux Perses et en vengeant son beau-frère détrôné. La fin du royaume Mède, ça crée une importante... on va dire une opportunité importante pour Crésus, puisque ça met fin aussi au traité qui liait les Mèdes avec la Lydie. Donc de son côté, Cyrus, on le sait, va tenter d'inciter les cités ioniennes à la révolte, mais sans succès. Alors on a d'autres sources qui évoquent aussi, comme on va dire, casus belli, ou en tout cas événement, comment dirais-je, avant-guerre, plutôt un contact direct d'un souverain à un autre pour inciter Crésus à se rendre et devenir satrape, ce qui semble douteux puisque aucun dynaste déchu ne fut nommé par ailleurs satrape sous Cyrus. En tout cas, une grande bataille va se dérouler à Ptérie, donc en Cappadoce, dont l'archéologie révèle la mise à sac vers 550 avant Jésus-Christ. Alors on peut faire pour Ptérie l'hypothèse d'une soumission peut-être du roitelet local aux Perses après leur victoire, soit qu'il le fût aux Mèdes auparavant, soit qu'il le fût à Crésus, et donc devait être puni de son manquement au serment de loyauté. La campagne aurait donc soit pu être le châtiment d'un félon, soit une tentative peut-être d'éviter la perte d'une importante région frontalière. Donc selon Hérodote, on va avoir une immense bataille indécise. Pollien, parce qu'on a plusieurs sources, mais Pollien par exemple écrit en 150 après Jésus-Christ, donc on se rend compte de comment dirais-je, de la chronologie et de cet immense écart historique. Mais il écrit à partir de sources, alors sources inconnues malheureusement, et il parle lui d'une victoire lydienne, suivie d'une trêve de 3 mois, puis d'une défaite de Crésus à l'issue de cette trêve, Crésus qui aurait pris la fuite vers sa capitale en incendiant les forêts sur son chemin pour ralentir le roi des rois. Alors, ce second récit de Pollien est beaucoup plus tardif, néanmoins l'auteur le juge beaucoup plus vraisemblable, et en tout état de cause, ce que l'on sait, c'est que Crésus va quitter le champ de bataille et va mettre le feu au site. Et donc l'on peut supposer par le bon sens qu'il a été vaincu et qu'il va donc mettre le feu, partir et licencier ses troupes pour l'hiver à venir. Alors ce prélude, cette bataille perdue, ce prélude malheureux, eh bien c'est le prélude de la défaite finale à venir, puisqu'on a ensuite la bataille de Trymbra, alors timbré en français, qui est le dernier et décisif affrontement des deux rois, en tout cas sur la plaine de bataille. Alors cette bataille, elle est supposée avoir eu lieu en décembre 547 avant Jésus-Christ, au nord de la ville de Sardes.
Pourquoi en décembre? Parce que Cyrus avait surpris en fait le roi Crésus en s'engageant dans une campagne hivernale, ce qui était absolument inattendu. Alors, Hérodote, il en fait un récit assez concis, centré notamment sur l'utilisation des chameaux par Cyrus, dont l'odeur va effrayer les chevaux de la cavalerie lydienne. Finalement, c'est chez Xénophon que l'on trouve le plus grand luxe de détail. Le problème, c'est que ce luxe de détail il est mêlé à des chiffres parfaitement fantaisistes et des acteurs très douteux égyptiens et babyloniens du côté lydien. Mais c'est aussi lui qui donne le lieu qu'il va traverser lors de sa campagne de mercenaires qu'on connaît bien, et dont il n'y a, semble-t-il, pas de raison de douter, puisque ce sera confirmé par une inscription qu'on a trouvée, et lieu qui est situé en fait à une trentaine de kilomètres à l'est de Sardes. Alors par contre, bien sûr, les 420 000 Lydiens, les 120 000 Égyptiens, bon tout ça, ça n'a absolument aucun sens, de même que le déploiement tactique de la bataille qui est décrit par l'auteur, par Xénophon, ça semble plutôt obéir aux convenances de son temps à lui. En tout cas, le récit veut que la cavalerie lydienne ait tenté d'envelopper l'armée de Cyrus, qu'elle se soit trouvée désorganisée par les tirs des archers et des tours mobiles perses, et puis paniquée à l'arrivée des chameaux. Je vous ai mis, hop, ça c'est un casque trouvé sur le champ de bataille, casque lydien. Enfin, trouvé sur le champ de bataille, non, je crois qu'il a été trouvé à Sardes, je vous dis une bêtise. Mais c'est un casque qu'on a reconstitué. Donc l'effondrement des deux flancs lydiens de cavalerie va entraîner la contre-attaque perse qui va déborder l'armée de Crésus, qui va être forcée de se retirer à l'intérieur des murs de Sardes. Et donc finalement, peu importe que l'on confronte les sources ou pas, le seul point à retirer, c'est de l'anecdote des chameaux qui peut être fort bien véridique pour des chevaux lydiens qui étaient totalement inaccoutumés à cet animal. Ce qu'on doit retenir, c'est la totale défaite des Lydiens en race campagne. Ce n'est pas une défaite, ouais, ça n'a pas marché, on peut dire ça, ouais. Ça n'a pas très bien marché, effectivement. Je ne dirais pas que c'est une défaite. Alors, si, pareillement, le siège de Sardes fait l'objet de récits divergents, là encore, l'accord se fait sur la prise certaine de l'impressionnante citadelle par les troupes de Cyrus. Alors, la ville de Sardes, on l'a dit, c'est un site très ancien, occupé depuis le néolithique. C'était une cité majeure, dont la construction de la citadelle était attribuée à un ancêtre de Candole au 8e siècle avant Jésus-Christ. En tout cas, il est certain qu'elle est ancienne. La ville couvrait une centaine d'hectares, elle s'étalait pour une large partie sans protection. Elle comptait au moins 15 000 habitants, on l'a dit, on estime ça entre 10 000 et 50 000. 2 puissants murs épais et une acropole en terrasse. Elle était protégée, puisqu'on est toujours dans l'ère des mythes et des légendes, elle était protégée par cette légende de son constructeur à qui les devins avaient prédit que la cité serait imprenable s'il y faisait promener le lion qu'avait enfanté sa concubine, et donc qui dit légende dit qu'il ne le fit pas sur une petite partie du mur, qui est une partie protégée par les flancs escarpés de la cité, là où elle est construite, et donc bien entendu c'est par là que viendra l'ennemi, c'est toujours comme ça. Je vous ai mis le site de Sardes. Alors, pour les récits, selon Hérodote, Crésus, qui était retranché dans sa citadelle réputée imprenable, va envoyer des messages à tous ses différents alliés afin de mener la contre-attaque. Et l'historien explique ensuite qu'un soldat perse va parvenir à gravir ce flanc le plus escarpé de l'acropole qui n'était pas gardé, et qui, comme j'avais dit, selon la légende, n'avait pas été consacré pour le rendre imprenable. Et donc l'homme va parvenir à monter sur les remparts, à faire grimper ses compagnons, et va prendre la ville. Xénophon relate un déroulé relativement similaire, si ce n'est que les Perses vont être guidés par un des leurs qui avait été esclave à Sardes. Pour Ctésias de Cnide, c'est un autre stratagème qui va être utilisé. On va utiliser des mannequins habillés en perse qui vont être placés sur les remparts à l'aide de longues piques en bois pour faire croire que la ville était prise, et ce qui va provoquer la panique et la fuite des habitants. Et Paulien, le dernier, nous dit que Cyrus va utiliser un temps de trêve pour faire grimper ses hommes sur les remparts qui n'étaient plus gardés, qui va s'emparer de la ville basse et qui va entraîner une reddition de Crésus de son acropole en menaçant de s'en prendre à ses proches qu'il avait capturés. Le seul point commun que l'on a entre toutes ces versions, c'est l'effet de surprise qui va permettre la capture de la ville. Alors les fouilles récentes de la cité, je ne crois pas que ce soit cité par Kevin Lelouch, je suis allé chercher ça. Je vous ai mis les fouilles.
Les fouilles vont permettre d'identifier l'enceinte fortifiée de Sardes. Elles vont également livrer des traces du siège perse. Il est même rare, selon certains chercheurs, qu'un événement qui soit si ancien et connu ait été préservé de façon si claire. C'est-à-dire que les murs d'enceinte et les habitations au pied des murs ont été incendiés. Et donc la superstructure des remparts a été jetée en contrebas, ce qui va empêcher en fait le pillage et les récupérations, et ce qui va préserver les vestiges. Voilà, on a retrouvé des restes de soldats sous les gravats, indiquant qu'on a eu des combats qui ont été menés à l'intérieur de la ville. De même que la grande variété des armes qu'on a retrouvées suggère des origines finalement mixtes aux armées impliquées. On va même trouver des ustensiles ménagers, ce qui suggère une tentative de défense civile des habitants. On a aussi retrouvé 2 squelettes de combattants qui ont été étudiés. Et cette étude de leurs ossements a permis de déterminer qu'ils étaient tous les deux dans la vingtaine et morts de mort violente. L'un des deux s'étant brisé une côte quelques semaines avant, donc on peut supposer une blessure soit à la bataille de Ptérie, soit à la bataille de Timbré. Sans doute plus à la bataille de Timbré. Ah, je vous ai mis Nick... Oui, ok, ça c'est Nick Cale, c'est le chercheur. Il y a des articles assez intéressants sur le sujet, sur internet, trouvables. C'est le chercheur qui a mené certaines fouilles. Donc la bataille a donc dû faire rage dans les rues de Sardes. La totalité de la ville a été incendiée. Incendie assez violent pour que ne subsistent que de rares débris calcinés. Et malheureusement, pour l'acropole en tant que telle, la citadelle byzantine a complètement détruit les niveaux des Mermnades jusqu'aux Romains. Donc on ne peut pas savoir, à l'inverse de la ville basse, si l'acropole de Sardes a subi des attaques. Alors, on peut tenter de déterminer des possibilités. Les mannequins habillés en soldats sont absolument peu plausibles puisque l'acropole se dressait à 400 mètres au-dessus du sol, la ville basse à 200 mètres, donc la pratique, ça demandait des pics vraiment plus que très, très hautes, ça paraît très douteux. Et les autres récits, eux, n'entrent pas en totale contradiction, la seule différence étant la capture de la ville en 1 ou 2 étapes, l'ordre de capture des parties de la cité, et au vu, on va dire, des occurrences historiques que l'on a des sièges, de la structure des remparts, c'est probable que ce soit la ville basse qui a été investie et qui va entraîner la chute de Sardes. Alors la chute de la capitale lydienne, c'est un événement majeur du Proche-Orient et de la Méditerranée orientale. Il a frappé les esprits du temps. Pour autant, c'est une date qui est toujours sujette à discussion historique, puisque suivant la chronique de Nabonide, et même si le pays conquis par Cyrus y est illisible, eh bien le consensus se fixe sur 547 avant Jésus-Christ. On aurait donc à ce stade un Cyrus qui traverse le Tigre en avril, qui se bat en mai à Ptérie, suit une trêve de 3 mois dont on a parlé, le départ de Crésus, une bataille de Timbré en octobre, puis une prise de Sardes qui suit en fin d'année en décembre. Mais bon, dans le fond, vu les dates, on n'est pas 6 mois près, à moins d'être un maniaque de l'exactitude. L'incertitude est toujours frustrante en histoire, mais là c'est d'une importance relative, puisque voilà, la capitale tomba, avec elle le royaume. Voilà, c'est la seule certitude de ce récit aux nombreuses zones d'ombre. Cette chute brutale, je l'ai dit, c'est une rupture dans la Méditerranée orientale, puisque ce roi puissant, ce roi si riche, rejoint la liste des potentats vaincus par les Perses. Mais au moins, lui, Crésus, a su conserver une importante postérité. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler maintenant, c'est-à-dire la fin de Crésus et sa postérité. Alors, je me permets de boire un tout petit coup. Alors, avec cette fin de Crésus, nous ne sommes malheureusement pas sortis de l'inconnu, du vague, du nébuleux. Le sort de Crésus, c'est une inconnue, même si certaines sources s'accordent, mais jamais en globalité. Et pour autant, malgré ce règne mal connu, ces événements anonymes, ces événements, on va dire, emportés par l'histoire, eh bien, le nom est toujours là, voilà, comme les légendes qui l'accompagnent. Donc le sort réservé au roi, on l'a dit, c'est un premier mystère. Pour l'épisode d'un bûcher sacrificiel, on dispose d'un certain nombre de sources littéraires. Hérodote, Xénophon, Ctésias, sans oublier la chronique de Nabonide. Il existe aussi un vase attique, on avait extrait la tronche de Crésus, donc daté d'environ 500 avant Jésus-Christ, qui représente Crésus sur son bûcher. Ces différents témoignages sont singuliers puisqu'ils présentent le bûcher mais avec une issue différente.
Chez Hérodote, Crésus a été capturé vivant. Il a été sauvé par son fils, qui est muet, qui retrouve la parole au moment où il allait être tué par un vulgaire soldat perse, et donc il est placé sur le bûcher, mais Cyrus, qui est pris de regret à l'idée de mettre à mort un autre homme, et après avoir entendu Crésus relater sa rencontre avec Solon et son erreur, on va dire, tragique sur son propre bonheur, eh bien Cyrus aurait demandé à ses hommes d'éteindre les flammes. Ce qu'ils n'arriveront pas à faire, et c'est Apollon qui va le faire à leur place, et Crésus va devenir un conseiller du roi Cyrus. Dans la poésie de Bacchylides, qui précède un petit peu le Hérodote, Crésus se jette dans le bûcher de son plein gré, mais il est sauvé là aussi par Apollon, qui va le conduire chez les Hyperboréens. Chez Nicolas de Damas, Crésus est conduit sur le bûcher par l'armée perse, et il est toujours sauvé par Apollon, et Cyrus va le garder à ses côtés. Donc chez ce trio, Crésus aurait survécu et serait devenu un proche de Cyrus. Chez Xénophon et Ctésias, pas de bûcher. Chez le premier, les bons conseils de Crésus au roi des Perses lors de leur entrevue vont le convaincre d'en faire un conseiller. On peut penser que Xénophon finalement s'inspire largement d'Hérodote, mais en expurgeant tout le merveilleux et les éléments impies, puisque le feu chez les Perses, qui lui étaient contemporains, était devenu un élément sacré, donc impropre à une telle utilisation pour brûler quelqu'un. Et chez Ctésias, un Crésus enchaîné et plus ou moins Houdini, puisqu'il va parvenir à se défaire de ses chaînes à chaque fois, sans que personne ne sache comment, et donc Cyrus lui laisse la vie sauve et le nomme gouverneur. Et enfin, pour la chronique de Nabonide, si on accepte comme vraisemblable que la campagne qui est relatée, menée par Cyrus en 547, est bien celle contre le roi de Lydie, et bien pour cette source, la plus contemporaine des faits, le roi de Lydie ne survécut pas à la prise de sa capitale, ce qui ne surprend pas vraiment. La plus importante postérité de Crésus, est-ce que c'est le jeu télévisé diffusé en 2005 par Vincent Lagaffe? Bonne question. D'un point de vue français et du paysage audiovisuel français, sans doute. Surtout que c'est animé par ce phénix qui est Vincent Lagaffe, passant de, comment dirais-je, du costume fluo et de la coiffure du professeur Tournesol à la musculation et au jet ski, et aux films de grande qualité comme Le Baltringue, que vous retrouverez, qui est formidable et qui est avec Philippe Curat qui joue André dans Caméra Café. Voilà. Un jour, je ferai peut-être un onanisme et découverte sur Caméra Café, qui est le pinacle de la culture française et voilà, la meilleure série de tous les temps. Ne vous en déplaise. Donc, le texte, la chronique de Nabonide, relate le combat mentionné juste avant, et il parle du mot vaincu, mot qui peut se traduire aussi par tuer, qui est la traduction favorisée par Kevin Leloup, considérant que l'idée du mot vaincu comme traduction procédait avant tout d'une volonté de se conformer aux sources grecques. Voilà. Bon, il est peu probable qu'on ait un jour plus de certitude, à moins de nouvelles sources textuelles. L'épisode du sauvetage de Crésus par Apollon, pour l'auteur, ne serait devenu en fait qu'un thème de propagande delphique, un roi sauvé en contrepartie de sa piété et des nombreux dons qu'il avait fait au temple du dieu oraculaire. Hérodote, lui, malgré son travail, est aussi tenu par les conventions de son temps, faisant de l'histoire de Crésus une espèce de tragédie privée et politique, tout ça sous l'égide de son célèbre entretien avec Solon qui détermine tout. Donc Crésus devenait un petit peu un homme marqué par la fatalité, puisque son sort avait été fixé dès l'oracle de Gigès, et que son destin de conseiller en plus se finissait par le conseil fatal à Cyrus d'attaquer les Massagètes qui le vaincront et le tueront. Destin donc tragique, à venir toujours fixé de toute façon par les moires, puisque tout est écrit, et tout est tissé plutôt. Alors il est aussi probable qu'on a eu des représentations théâtrales sur les Memnades, toujours l'enseignement de Solon, le vivant n'est jamais heureux jusqu'à sa mort. Et finalement, il semblerait que ce sauvetage providentiel par Apollon, ça ne permettait qu'à sortir de son mauvais pas, le dieu qui, à la suite de la compréhension erronée de son oracle par le roi de Lydie quant à la destruction d'un empire, était parti en guerre alors que l'empire détruit allait être le sien. Voilà. Bon, bref, trier entre histoire, entre faits, littérature, imagination, c'est un exercice vraiment très ardu. Ceci étant, comme on l'a vu dans de nombreuses sources, même en mettant de côté, on va dire, l'intervention surnaturelle, Crésus est fait proche de Cyrus, qu'il conseille à de nombreuses reprises jusqu'à sa mort.
Il est pourtant bien plus vraisemblable que Crésus ne survécut pas à la prise de Sardes, de Sardes, et que le reste ait été inventé. On a pu invoquer effectivement l'impossibilité pour un roi perse de faire brûler un autre homme, considérant le caractère sacré du feu chez les Perses, mais on va dire que la religion, l'avestisme n'était pas encore totalement imposé dans ses dogmes, et on peut remarquer que Cyrus lui-même va déroger aux règles de l'Avesta, puisqu'il va se faire inhumer, semble-t-il, dans un cercueil non enterré, même si ce serait pas drôle si on était tout à fait certain que ce soit son lieu d'inhumation, mais ça c'est ce qu'on appelle en tout cas le mausolée de Cyrus II. On a pu aussi faire de Cyrus un conquérant tolérant. On avait parlé de cette tolérance, mais le roi Achéménide s'inscrit aussi dans les pas de ses prédécesseurs. Il va pas hésiter parfois à appliquer une sévère répression suite aux conquêtes. L'épithète libérale qu'on lui donne, c'est aussi la conséquence de récits de propagande et du sort des juifs dont on avait parlé hier par la suite. Et d'une réelle ductilité, mais d'une religieuse, pas forcément politique. Et donc la chronique de Nabonide, qui est une information contemporaine, elle ne semble pas venir en contradiction avec une exécution de Crésus. Pour l'auteur, le récit du bûcher, c'est ça, voilà, une origine delphique par association, puisque au moment où tombait la ville de Sardes, au même moment, on avait un immense incendie qui ravageait le sanctuaire et le temple d'Apollon à Delphes, et les offrandes de Crésus, en tout cas c'est ce qu'on en dit, elles ont été miraculeusement sauvées, puisqu'Hérodote a pu les voir, et donc ce sauvetage miraculeux des offrandes de Crésus, alors qu'en même temps parvenait la mort du roi, ça va par la suite accoucher d'un amalgame entre sa mort sur le bûcher et son sauvetage des flammes par le dieu de Delphes. Voilà. On sait que les évergètes devaient s'assurer une gloire éternelle par leur don. C'est la thèse de l'auteur en tout cas, voilà. Qui sait comment naissent les légendes et comment elles pénètrent dans l'histoire, hein. Tous les auteurs se seraient inspirés de cette version d'une manière ou d'une autre, voilà. Peu importe. L'auteur en tout cas en conclut que le roi ne survécut pas d'une manière ou d'une autre à la prise de sa capitale. Et en plus de ça, Cyrus n'a jamais fait d'un vaincu un satrape ou un proche conseiller. Ceci étant, on peut quand même souligner à décharge que les mêmes conflits de sources existent à propos des sorts ultérieurs de Nabonide à Babylone et d'Astiages chez les Mèdes, pour lesquels rien de certain n'atteste qu'ils perdirent la vie après le sac de leur capitale respective. Quant au tombeau du roi Crésus, là aussi on n'a que des conjectures à Bintépé. Donc reste une légende. La richesse d'un homme, hein, dès le règne de Gigès, la richesse lydienne était proverbiale, pour ce que l'on peut en savoir en tout cas. Mais c'est l'opulence de Crésus qui va passer à la postérité. Donc d'où venait cette opulence avérée? Alors la richesse de Crésus, elle provenait essentiellement du contrôle des sources aurifères et argentifères de la région. La plus connue, en tout cas encore une fois celle qui fait partie aussi de la tradition du mythe, c'est le Pactole, le Sartjaï aujourd'hui, qui passe à l'ouest de Sardes, pas très loin. Le torrent était mentionné par Hérodote, et même s'il est certain que le filon était épuisé déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ, le nom va rester synonyme en français, on le sait, d'un important gain. Le pactole est d'ailleurs relié à une autre légende, hein, celle de Midas, le roi de Phrygie, qui transformait tout ce qu'il touchait en or, qui ne pouvait plus se nourrir, et qui, sur recommandation de Dionysos, va se laver les mains dans la rivière. Donc, jusqu'il y a peu, on pensait que le pactole charriait ce qu'on appelle de l'électrum, donc alliage d'or et d'argent, et matière des premières pièces lydiennes. En réalité, les derniers travaux tendraient à démontrer que le pactole charriait plutôt de l'or pur, qui aurait été destiné à la fabrication de lingots et bijoux. J'avais mis ici un bijou lydien. Dans les environs de Sardes, les monts aussi étaient riches en mines d'or. Les Mermnades pouvaient aussi compter sur d'autres mines en néolithe et en Troade, et donc cet or explique la richesse des offrandes des différents rois au temple grec, et donc leur image de rois immensément puissants. Alors de ces nombreuses offrandes, il ne reste absolument rien, hein, si ce n'est un hypothétique don, je crois que c'est un taureau en argent qui a été retrouvé à Delphes. Mais, on l'a dit hier, les Lydiens sont aussi inventeurs de la monnaie avec toutes les précautions nécessaires sous tous les aspects. Plus exactement, plus de la monnaie frappée et signée. Ce fait, il est déjà rapporté par Hérodote, je le cite, « Ils sont les premiers à notre connaissance qui frappèrent et permirent en usage la monnaie d'or et d'argent. »
Donc il passait déjà dans l'Antiquité pour les premiers, et pour le moment, cette donnée n'a pas été remise en question, on va dire en profondeur. Il n'y a pas de certitude, pas plus qu'il n'est possible d'infirmer que les premières pièces furent réellement frappées en Lydie. Tout ce dont on est sûr, en tout cas, c'est qu'ils sont parmi les premiers et qu'ils vont en frapper un grand nombre, puisqu'on en a retrouvé assez pour dire que si on a retrouvé ça, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup. Alors auparavant, on l'avait dit, il est certain que le métal précieux était déjà utilisé comme monnaie d'échange dans la zone, mais pas encore sous forme de pièces. Alors les plus anciennes pièces de monnaie ont été retrouvées à Éphèse, elles sont en électrum, elles sont datées d'environ 630 avant Jésus-Christ, ce qui est donc avant le règne largement antérieur au règne de Crésus. Et si l'électrum était utilisé à la base, c'est parce que les mines d'or d'où provenait le métal comportaient une grande quantité d'argent mélangé à l'or. La provenance, on va dire, géographique de frappe des premières pièces de monnaie, elle est difficile à établir. La plupart n'ont pas de signes distinctifs. D'autres ont un symbole soit lydien, soit qui permet de les relier à une cité grecque d'Asie mineure. Là, je vous ai mis, je crois que c'est une pièce qu'on estime venir d'Éphèse. En fait, accorder la primauté à la Lydie revient à écarter des pièces dont on ne sait pas grand-chose, et remarquer en fait que les monnaies lydiennes sont facilement identifiables par la présence d'une tête de lion et par une inscription en lydien. On peut penser à des ateliers de frappe disséminés, mais clairement le lieu le plus prolifique c'était Sardes, et considérant leur poids finalement assez restreint, il est probable qu'il n'a pas fallu très longtemps pour qu'elles servent, j'allais dire au quotidien, et pas seulement pour des paiements de grande valeur, mais c'est un quotidien pas étendu à toutes les opérations, vous vous en doutez, un quotidien d'aristocratie. Donc, une origine lydienne pour la masse, et pour le reste, eh bien, soit des concurrents, soit des frappes sous l'autorité lydienne, ça on ne peut pas le savoir. Bon, après, il y a des théories de la monnaie, mais pour faire simple, et ce qui colle d'ailleurs avec cette interface géographique qui était le royaume de Lydie, l'idée de l'émergence, c'est qu'avec la multiplication des échanges, ça devenait de plus en plus difficile d'avoir des transactions non standardisées avec des métaux qui étaient, eux, de qualité variable. Avec ces pièces-là, on avait donc la possibilité d'une unité de compte plutôt que de poids, sans changer la valeur intrinsèque de la marchandise, il n'avait pas encore une simple valeur nominale. On a donc là des unités dont le poids, la forme, la valeur sont fixes et qui sont marquées d'un signe d'autorité qui identifie l'étalonnage, qui est un facteur de confiance sur le poids et sur la pureté, ce qui montre aussi l'autorité politique. Alors bien entendu, on n'a pas inventé les escrocs récemment, et on a vu que ces pièces comptaient souvent une proportion d'or bien moins élevée que l'électrum naturel, ce qui était une sorte de dévaluation qui permettait de faire du profit pour l'émetteur, mais considérant toutes ces problématiques de pureté et bien l'absence de ce métal ailleurs sur le territoire méditerranéen, on considère Crésus, donc le roi, cette fois, comme l'instigateur d'une réforme qui porte sur le bimétallisme pur, or et argent, aux alentours de 550. On sait que ce bimétallisme, donc des pièces en or, des pièces en argent, était à l'œuvre d'abord parce que l'on a retrouvé les traces d'une raffinerie qui permettait de séparer l'or et l'argent de l'électrum, mais aussi parce que, on a des exemplaires de pièces qui ont été retrouvés sous les murs de Sardes, ainsi que près du squelette d'un soldat tué lors de la prise de la ville. Ces monnaies, alors c'est les stataires en termes généraux pour l'Antiquité, c'est les créséides lorsque l'on parle des pièces de Crésus en particulier, les dariques un peu plus tard, étaient donc plus facilement échangeables, et elles sont sans aucun doute le standard d'échange à l'époque de Crésus, sans que l'on connaisse d'ailleurs ailleurs d'équivalence en fait à ce bimétallisme, au point que les Perses vont reprendre le système de poids et de forme, je l'avais dit hier, sans même changer les représentations symbolisées, alors qu'il y a une masse plus importante, mais en tout cas jusqu'à la réforme de Darius Ier, semble-t-il, on n'a pas de darique qui représente le grand roi, on a vraiment une reprise du système même de représentation lydienne. Mais Crésus ne tire pas parti que de ses fleuves et mines, il va aussi faire appel au versement du tribut aux cités grecques et orientales, système là aussi repris par les Perses, donc métaux précieux, grains, hommes vont enrichir son royaume. Et de même, sa situation, on l'a dit, d'interface entre l'Égée et le Proche-Orient, ça va sans aucun doute largement lui profiter en termes de droit de passage, de droit de ce qu'on appelle de douane, proto-douane, et de postes de relais. Ça aussi, c'était très important, les postes de relais.
Donc la richesse amassée par Crésus et conservée à Sardes avait frappé tous les Grecs de son temps. Par ses offrandes, il va passer à la postérité comme le plus riche des hommes. Cette postérité, c'est aussi le signe d'amitié à un vaincu par les Grecs et la mise en garde à but édificateur d'un roi puissant, synonyme d'opulence dans l'Antiquité déjà, mais qui, finalement, cette opulence ne permit pas au roi de survivre aux conquérants perses. Donc seul a perduré le souvenir d'un nom que les Grecs vont charger d'histoire, de mythe, de sens, et de souvenirs sur le destin des hommes, si glorieux fussent-ils, et toujours cette notion d'avertissement contre le luxe, et peut-être aussi la mollesse qui s'y rapporte. On connaît la frugalité voulue ou mise en avant par les Grecs. Cette démesure orientale, c'est ce qu'on retrouvera aussi par après, c'est-à-dire à la fois la fascination et le repoussoir pour le monde grec. Venons-en à la conclusion. La fin de Crésus marque la fin d'un royaume éphémère, mais surtout en clôturant une sorte de proto-histoire, on va dire, en tout cas proto-histoire d'un point de vue européen, puisqu'après on aura ces textes grecs et cette civilisation grecque qui fondent en partie, qui sont une des cariatides de notre civilisation, mais ça ouvre grand la porte du contact entre Perse et monde grec, contacts qui seront féconds sous tous leurs aspects. Alors que reste-t-il de ce royaume lydien? Alors pas grand-chose, pas beaucoup plus que le peu que l'on en sait, la palissade que vous me passerez. D'abord, il ne fallait pas attendre longtemps après la fin de Crésus pour que la Lydie se révolte, mais après une tentative, elle regagna le giron perse jusqu'à sa fin, et on ne parlera plus d'elle en tant que nation, en tant que peuple, et elle sera de tout temps une sage province, qu'elle est aujourd'hui encore. J'ai mis le gymnase de Sardes. Alors la ville de Sardes, la ville basse, la ville on va dire antique au sens gréco-romain, perse, va rester florissante jusqu'à l'Antiquité tardive, puis va devenir une ville mineure et elle finira par être une ville détruite par Tamerlan en 1402. Quant à faire l'histoire de la province de Lydie, bon, c'est faire l'histoire d'une province perse, grecque, romaine, byzantine, ottomane, tout le lot d'événements pénibles et heureux qui dépasse complètement ma restitution. En plus de ça, ça doit pas avoir grande importance pour la plupart des gens. J'avais hésité à développer l'histoire un petit peu post-Crésus, mais très franchement, je pense que n'importe quel article Wikipédia fera ça mieux que moi. Peut-être pas de façon aussi exhaustive, mais voilà, c'est pas non plus une histoire passionnante. Ceci étant, la chute de Crésus et de son grand royaume face à Cyrus va grandement marquer les Grecs d'Ionie et par extension le monde grec continental. Il était finalement l'écran qui masquait bien cette menace orientale à venir. Il entretenait de bonnes relations avec le monde hellène. Et bientôt, les cités grecques, on le sait, vont faire face aux campagnes perses, aux campagnes d'abord du général Harpage, et vont se voir imposer des tyrans à leur tête. À la suite, on le sait, on en a parlé hier, Milet ou avant-hier, je sais plus, va jalouse de ses prérogatives, à se révolter en voyant ses intérêts bafoués par un empire grandissant. Révolte qui ouvre un nouveau chapitre historique que sont les guerres médiques, mais voilà, dans cet effet de domino qui est parfois l'histoire, il était nécessaire que disparaisse Crésus pour que l'histoire puisse continuer sa progression jusque nous. Alors finalement, que retenir de Crésus? Faisons rapidement avec le peu que l'on sait. Il est le roi d'un royaume finalement méconnu, il est un mythe vivant, il me semble, en tout cas de ce que je ressors du livre et de certaines recherches, qu'il n'a pas forcément été à la mesure de sa légende. Il est peut-être à catégoriser comme un bon administrateur et un mauvais chef de guerre, à partir de ce que l'on sait. Il a été un homme de monnaie, un homme de tribu, un homme d'échange diplomatique. Ces guerres, finalement, sont soit peu marquantes, soit se terminent en désastre, pour la dernière. Et il est probable qu'il aurait été un oublié de l'histoire sans sa richesse, sans son opposition aux Perses, sans ses relations avec un monde grec qui allait devenir celui de l'écrit, en tout cas transmis, et de la culture transmise. Et je pense aussi, mais alors là, ça tient de la vie personnelle ou de l'intuition, mais je pense que le vrai oublié de l'histoire lydienne, c'est plutôt son père Aliade II, qui est le vrai bâtisseur de ce grand royaume, quasi-empire, disons grand royaume, et qui en a été le grand réformateur. Voilà, j'utilise les deux mots d'empire et de royaume à la suite parce que je suis un homme inculte et flou. Enfin, nouveauté, je crois pas que je l'ai fait pour les deux précédents.
Peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Je pense que l'on peut glisser quelques mots sur le livre en lui-même. Je crois vraiment pas en avoir parlé pour les 2 précédents, mais je pense que ça n'est pas forcément une mauvaise idée, il faut que je pense à le faire pour la suite. Alors, à mon humble avis, et avec tout le respect et la déférence due pour les éminences académiques de notre histoire, je crois qu'on peut quand même se permettre, en tant que béotien et simple lecteur, un avis. Je pense que le livre souffre avant tout de l'absence de grandes sources et d'un travail qui est en fait archéologique, si l'on veut espérer des avancées sur notre connaissance. La rédaction et l'enchaînement des idées. Non, non, je le défoncerai pas parce qu'il est belge. Non, non, amitié. En plus, ils vont peut-être bientôt devenir français, tu sais, alors ils sont presque des compatriotes. Hein. Euh, comment dirais-je, un peu diminué intellectuellement, mais ça reste des compatriotes, et avec un accent absolument ignoble, mais des accents affreux, on en trouve aussi dans le nord de la France et dans le Jura, donc voilà. Non, plus sérieusement, la rédaction et l'enchaînement des idées, c'est à l'appréciation de chacun, mais je trouve que certaines thèses qui sont échafaudées ne sont pas toujours convaincantes, je l'avais dit au début, même pour le profane. Je trouve qu'après quelques recherches personnelles, on a tendance à se dire que probable que les autres aient raison et pas lui. À mon sens, l'auteur est parfois en peine d'expliquer certains éléments qui viennent corroborer largement la chronologie anglo-saxonne, ce qui l'oblige à des contorsions explicatives assez peu claires, rendant certains morceaux de lecture, on va dire, indigestes. Voilà, moi ça m'a frappé à plusieurs reprises en tant qu'ignorant que je suis, mais on a parfois l'impression que l'auteur doit s'arc-bouter pour tenir la ligne. Voilà. De même, sur certaines interprétations qu'il fait, qui semblent parfois relever un petit peu du combat dogmatique ou fantaisiste, comme pour le tombeau du roi Midas, où voilà, sa position solitaire dans ce qu'il dit force à des détours qui sont très difficilement compréhensibles pour le lecteur. Je me souviens avoir dû relire certaines pages parce que les dates par rapport à ce que je lisais ailleurs me semblaient étranges. Alors c'est pas plus mal, hein, ça force à aller chercher d'autres infos pour comprendre ou essayer de voir si ça tient debout. En tout cas, si vous voulez le faire, moi j'y ai passé un petit peu de temps. Tout le monde n'a pas l'envie, la vocation ou le temps de s'infliger des lectures complémentaires, donc voilà. Alors ceci étant, c'est des défauts, mais le livre est court, il est concis, il permet de bénéficier du premier travail sur le sujet depuis très longtemps, donc ça c'est un point vraiment extrêmement positif. Ça reste une collecte de données bienvenue pour celui qui souhaite en apprendre un petit peu davantage sur une période vraiment très et sur une ère géographique entre, on va dire, perséitite qui est très 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 sombre. Donc voilà, faut bien aussi trouver quelques défauts pour nourrir mon propos, hein. Ça fait partie de on va dire, de la sincérité que j'essaye de mettre dans ce travail, mais il faut pas non plus s'y arrêter définitivement. Si vous êtes intéressé un petit peu, procurez-vous le livre, voilà, et prenez ce qu'il vous donne sans forcément trop réfléchir. Ce qu'il raconte, c'est pas non plus n'importe quoi, simplement, il y a des éléments sur lesquels il est original, on va dire, ce qui oblige un petit peu parfois, et je ne suis pas sûr qu'il tienne compte toujours des dernières avancées, ce qui peut être du conservatisme, mais ce qui est parfois aussi de la prudence. Hein. Vous avez des données qui s'ajoutent, vous attendez qu'elles soient définitives et vérifiées avant de transformer ce que vous pensez ou ce que vous avez acquis comme savoir. C'est pas, voilà, ça paraît aussi compréhensible. Mais voilà, il y a des points sur lesquels je me suis dit, c'est étrange, je trouve les explications des autres chercheurs beaucoup plus convaincantes et avec une chronologie beaucoup plus fluide. Voilà. Donc ne vous y arrêtez pas et lisez-le quand même si vous le souhaitez. Voilà. Je vous remets sa couverture d'ailleurs, hop, en image. En plus, il est d'un rouge profond, ça fera c'est du plus bel effet dans votre bibliothèque. Voilà. Voilà pour ce soir. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est un thème un petit peu, peut-être que c'est plus, comment dirais-je, c'est quelque chose que j'aurais peut-être plus fait en onanisme et découverte, parce qu'on est sur quelque chose de presque para-historique pour, on va dire, la masse. Mais voilà, moi je suis parti là-dessus. Il y aura des thèmes un petit peu plus conventionnels. Alors cette année, oui aussi, il y aura on sera peut-être parfois un peu plus dans la guerre et des choses. Mais j'essaye de faire un petit peu de tout. J'essaye de proposer un large champ historique qui tient aussi. Bah, on s'en fout de l'étiquette de l'émission, oui. Pour toi, moi étant quelqu'un de psychorigide, tout est structuré, cadré, établé, donc non, ça sort pas du cadre, ça reste une présentation historique. Simplement, parfois, le livre est beaucoup plus, on va dire, lourd et compagnie, donc c'est vrai que c'est parfois un petit peu plus simple.
Non, pas du tout dimanche prochain pour une dissertation caméra café, non, non, absolument pas. Non, je prévois même mes travaux bien plus à l'avance. Non, tu rigoles, d'un dimanche à l'autre, jamais j'aurai le temps de faire quoi que ce soit, c'est impossible. Déjà que j'y passe 2-3 heures par jour, si je venais hors stream, donc si je venais à faire des trucs du dimanche au dimanche, non, ce serait mon métier. C'est pas possible. Si un jour t'as envie de me faire un don d'1 million d'euros, je te fais des vidéos, pas de soucis, sur les thèmes que tu veux. Mais non. Mais un jour, il est possible ouais, que je parle de caméra café. C'est vrai que cette année, étant les 25 ans, ça aurait peut-être été l'occasion. Mais je pense que peut-être pour la fin de la chaîne, puisque un jour il y aura une fin à tout ça. En tout cas, si ça reste dans l'état, mais j'y reviendrai à la fin de l'année. C'est quand même prévu pour au moins un plan triennal, mais on verra par la suite. Mais je pense que ce sera peut-être la dernière vidéo de ma chaîne. Je pense que je ferai une ode à Caméra Café, qui est sans doute la création audiovisuelle la plus accomplie, aboutie, et d'un point de vue humoristique de toute l'histoire de l'humanité. Voilà. J'ose le dire. Bref, non, plus sérieusement, donc programme de la semaine. Mercredi, j'ai prévu qu'on se fasse des... Donc on va intervertir avec ce qui était prévu, donc les réceptions. Donc mercredi, ce sera jeu. Alors j'ai proposé des batailles sur Medieval 2, comme une fois on l'avait fait. Le problème, c'est que pour le moment, on n'est que 2. Donc j'espère qu'on aura d'autres participants. J'aimerais qu'on soit 4. Ce serait pas mal de faire des petits de 2v2. Ça avait été rigolo la première fois on l'avait fait. Donc ça, ce sera mercredi. Encore une fois, s'il y a des gens, parce que sinon, bah écoutez, je ferai autre chose. Et puis, donc vendredi, donc Hydargos vient conclure sa présentation des Achéménides. Présentation longue, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire que ça peut se comprendre. Donc vendredi, on clôturera avec ça. Et puis dimanche, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc comme d'habitude, ce sera un livre et au lit. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est Michel Collas d'Heinrich von Kleist. Voilà, donc nous allons parler d'un personnage, d'une œuvre très importante du romantisme allemand, et d'un personnage aussi historique. Voilà. T'inquiète pas, hein, tu sais, alors si tu veux venir mercredi, c'est avec plaisir, et ne t'en fais pas pour la qualité des joueurs. J'ai joué à Medieval 2 en multi pour la première fois il y a quelques mois au début de la chaîne. Donc même si ça fait 10 ans que tu n'y as pas touché, au multi de Med 2, ce sera toujours plus que moi, parce que j'ai fait une session de 2 heures dans ma vie il y a 3 mois. Donc non, mais il faut bien se rendre compte que ce soit... je te remercie de mettre la chose... de pointer la chose, mais que ce soit sous l'aspect jeu, alors qui est une fois par semaine, le mercredi, ouais, c'est via Steam. Je sais pas si c'est le Definitive Edition, j'ai un truc via Steam. Ouais, je pense que j'ai acheté Medieval 2 il y a très longtemps via Steam. Ouais, c'est ça. Mais je te remercie de pointer ça, mais que ce soit dans la partie jeu, donc une fois par semaine, le vendredi généralement, donc quand on a fait du multi sur CK2, et on lancera sans doute une grande partie multi sur Europa Universalis, le niveau des joueurs, c'est au niveau du sol. Hein. Et s'il y a des bons joueurs, je m'arrangerai pour qu'ils sortent pas de la masse. Donc pas de crainte, c'est la même chose sur les réceptions. Si vous avez envie de parler d'un sujet, il y a des gens qui n'osent pas par manque d'habitude de l'oral. Et il y a des gens qui n'osent pas parce que je sais pas, peut-être que ça peut sembler intimidant d'avoir des gens qui regardent, ou intimidant d'avoir un intervenant qui connaît éventuellement un sujet, a des choses à dire ou des questions à poser, donc ça peut être embêtant pour certains, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas, on est sur quelque chose qui est ouvert à tous. Le but est d'apporter quelque chose, donc effectivement si vous n'avez jamais entendu parler d'un sujet et que vous vous lancez, bon ça peut-être pas trop de sens, mais n'hésitez pas, voilà, c'est un travail que j'essaye parfois comment dirais-je, de livrer, et qui soit aussi collaboratif, et qui puisse nous apporter à tous, par la participation de tous, bien quelque chose, même si pour le moment le public est restreint. Je crois pas que ce soit un critère déterminant dans tout ça. Voilà, donc programme de la semaine. Et puis ensuite, après, au mois d'août, je crois qu'il y a 2 semaines, mais j'y reviendrai. Il y a 2 semaines un petit peu de vide que je vais combler avec des vidéos le dimanche, mais tout ça, je vous l'expliquerai. Voilà. Écoute, Azat, je te remercie de ta présence et de l'éventuelle présence des autres, même si tu as été le seul intervenant. Et puis, écoutez, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et donc on se retrouve, quoi qu'il arrive, mercredi. Azad, je sais pas si tu es sur le Discord, mais n'hésite pas à le rejoindre. C'est un Discord qui est très centré sur le stream en lui-même, hein, donc c'est pas non plus foisonnant. T'as pas tout le temps des gens qui viennent te relancer pour. N'hésite pas à le rejoindre. N'hésite pas à le rejoindre. Je te dis, on est je sais pas, on doit être une quarantaine peut-être.
21, 34, on est, entre 45, je dirais. Et c'est très tranquille. C'est pas, voilà, je sais pas si t'étais auparavant sur le Discord des vautours, mais bon, les personnes sont les mêmes, mais voilà, la chose est quand même un petit peu différente. C'est beaucoup plus calme, voilà, de par le nombre de gens. Mais n'hésite pas à rejoindre parce que ça me permet, c'est par là où je passe. Pour faire certaines annonces, pour demander aux gens des participations sur telle ou telle chose. Donc notamment par exemple les tier lists, il y aura des tier lists qui sont faites et je les annonce un petit peu à l'avance. Alors que dans le cadre du stream, bah, j'annonce tout d'une semaine à l'autre. Donc s'il y a des tier lists qui peuvent t'intéresser, on va en faire par exemple sur, je sais pas, on en a fait sur les livres préférés, sur les auteurs préférés ou que sais-je. Enfin voilà, on fera des tier lists de ce genre-là. Peut-être que tu auras envie d'y participer. Donc le plus simple pour ça, c'est le Discord. Voilà. Bon, voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous dis à mercredi, et d'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien. Allez, à plus Azat, à plus tout le monde.